Nous sommes le jeudi 26 mars 2026 et vous écoutez le 3e épisode de la 12e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on s'intéresse aux ultra grands angles, une catégorie d'objectifs incontournables dans de nombreux domaines de prise de vue, photo et vidéo. Pour en parler, nous recevons le photographe Geoffroy Gomez, dont l'une de ses spécialités est l'astrophotographie. Qu'est-ce qu'un ultra grand angle ? Quels sont les avantages et inconvénients à utiliser ces objectifs ? À quoi servent-ils ? Quel modèle choisir ? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Cette émission vous est présentée par Canon et sa gamme EOS R et ses optiques RF. Des performances inédites pour une créativité sans limite. Eh ben c'est parti, 3e épisode de cette 12e saison du podcast. Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu Benjamin ce matin ? Salut Arthur, oui c'est parti, écoute ça va très bien, on va rentrer un peu dans la technique cette saison, on l'a pas trop fait jusque-là, on a parlé de flou, on est allé dans la jungle avec Hugo, et puis là cette fois... On a fait l'Alpha 7.5, c'était technique ça quand même. Ah oui mais c'est une spéciale, ça compte pas ça, mais oui c'était technique c'est vrai. Mais ça va être intéressant, moi les optiques grand angle ça m'intéresse particulièrement, c'est pas toujours facile à utiliser, Ouais. Donc on va en parler avec notre invité. Pièges. Exactement, il y a des pièges, notre invité qui est un auditeur en plus, paraît-il. Salut Geoffroy. Salut, bonjour, merci de me recevoir. Geoffroy, je te présente rapidement à nos auditeurs et auditrices. On m'a fait la remarque sur les réseaux sociaux que nous précisions pas assez souvent auditeurs et auditrices. Donc, je le précise, ça fait plus de 10 ans que tu es photographe indépendant. Avant cela, tu as travaillé comme enseignant photo à l'ISCOM et as été directeur artistique en freelance et au sein d'agences comme Havas Productions, BETC et Publicis. Parmi les images que tu montres sur ton site ou ton compte Insta, on retrouve par exemple du portrait, des paysages urbains et des photos astro. Tu es également ambassadeur de la marque Coquin depuis 2019. Est-ce que tout est juste ? Tout à fait. Si on regarde un peu entre les lignes très rapidement sur ta présentation, on sent quand même le mec qui a pété les plombs, qui bossait en agence de pub et qui a dit j'en ai ras-le-bol. T'as choisi la photo, t'aurais pu faire barista ou plombier, mais vas-y raconte-nous un peu. Saltimbanque, c'était bien aussi. On a eu un barista, c'est micro, il y a pas longtemps. Non mais c'est vrai que sur l'expérience pro précédente, c'est quelque chose qui était quand même assez intense. Donc je vais sortir un joker. Parce qu'après, on va partir on va complètement changer de sujet. Mais c'est vrai que moi, je faisais déjà un petit peu de photos avant en amateur. Je commençais à avoir un certain niveau sans vouloir me la péter. Et puis à un moment donné, en fait, ça tournait dans ma tête. J'ai eu l'occasion, justement, via une formation pro, de pouvoir faire l'école des Gobelins en spécialisation studio. T'es la deuxième personne qui a fait une reconversion professionnelle par les Gobelins depuis le début de cette saison. En l'espace de 2 semaines, là, ouais. Ouais, donc c'était c'était vraiment très complet, la chambre, le moyen format. Combien de temps la formation ? 2 semaines. Ah bah dis donc, oui, c'est rapide. Donc au film, en numérique, apprendre les lumières, travailler avec des flashs de studio. Enfin, c'était vraiment comme dans un studio finalement. Et un peu plus tard, j'ai eu une occasion pour partir pour faire ma reconversion. Donc, tu as eu de l'activité tout de suite ? Dans la foulée de la formation, tu as senti que c'est bon, tu pouvais faire le switch, tu pouvais aller vers la photo ? En fait, ça m'a permis de prendre confiance en moi, de pouvoir me dire, tu sais utiliser un flash, donc j'ai pu m'équiper, commencer à me faire un book. Puis évidemment, le champ des possibles s'élargit d'une manière assez impressionnante. Et je me suis fait un book comme ça. Je mettais un peu, mais j'avais pas de studio à l'époque, donc je faisais ça dans ma chambre ou dans le bureau. Et je testais des trucs. Et quand j'ai eu l'occasion de partir, je suis parti, tout simplement. Et aujourd'hui, du coup, parle-nous un peu de ton activité, tes clients, de ce que tu fais. Alors, principalement, je travaille beaucoup pour des entreprises, je pense 90% du temps. Okay. C'est de la photo corporate. Donc, c'est pas un gros mot, c'est super intéressant. Ce qui est bien, c'est que
il y a plein de, comment dire, de variantes, enfin d'univers possibles, hein. Ça peut être un reportage en soirée, une vidéo, une interview, des photos de groupe avec 200 personnes, des portraits qui sont des portraits pro, mais il y a aussi un petit côté perso parce qu'à chaque fois on double la photo et donc on se retrouve face à quelqu'un qu'on n'a jamais vu de sa vie. On a 5 minutes pour le faire se sentir à l'aise et sortir la photo qui va lui plaire parce qu'après, moi, c'est mon principe, c'est eux qui choisissent. Et puis à côté, je fais un petit peu de. Alors, j'ai un peu bossé au début pour les agences de pub avec les copains. Là, je le fais plus trop, enfin, je le fais même plus du tout. Et si, j'ai découvert un truc qui est assez cool il y a 1 an ou 2. Je travaille pour un architecte paysagiste. Ok. Et c'est vrai que ça permet un peu de lier les 2 mondes. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des conditions où il faut jouer avec la lumière naturelle, faut cadrer comme si c'était du paysage. Ça peut être du très grand angle ou de la macro. Enfin, et ça donne des images qui sont, enfin, moi, que je trouve relativement sympas. Et puis surtout, quand ton bureau, c'est un parc de plusieurs hectares, c'est assez cool, quoi. Oui, puis tu as une passion pour la photo de ciel, plus particulièrement. Tu peux nous en parler Ouais. rapidement? Quand j'ai commencé à faire du paysage, oui, je faisais un peu une fixette vraiment sur le ciel, les nuages, toutes les conditions climatiques, les couchers de soleil. Donc petit à petit, je me suis mis à m'intéresser aux filtres. Et puis de fil en aiguille, tu commences à faire des photos de nuit, tu remarques la Voie lactée, les constellations, tu t'y intéresses un petit peu plus et en fait, tu mets le doigt dedans et tu te fais attraper le bras, quoi. Puis tu deviens insomniaque. Et puis il y a un lien évidemment avec le sujet du jour qui est la photo à l'ultra grand angle. On va y revenir. Ouais, alors, il y a effectivement, il y a beaucoup de photos à ultra grand angle. Après, bon, je dévie un peu du sujet, mais en tout cas, en ce moment, l'objectif que j'utilise le plus pour faire du paysage astro, c'est pas un ultra grand angle. Ok. Ok. Super. Mais C'est un 600 mm. Non, mais c'est plus pour une histoire de cadrage et de piqué, de coma. Enfin, et puis après, ça peut aller jusqu'à la lunette de 900 mm. Enfin, voilà, Oui, bien sûr. Puis alors, à partir de ce moment-là, il faut une monture, il faut un logiciel, etc. Donc c'est un peu plus technique. Bon, en tout cas, on va parler un petit peu d'astro aujourd'hui, mais si l'astrophotographie vous intéresse particulièrement, alors je ne saurais pas dire dans quelle saison c'était, Benjamin, mais on a fait par le passé une émission entière consacrée à cette discipline avec vénérable Thierry Legault qui nous avait le GOAT, scotché littéralement à nos micros par son savoir, sa gentillesse et sa pédagogie. Allez, on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Lumix annonce le successeur du TZ200. DxO annonce l'arrivée de Photolab 9.6. Le nouveau processeur GoPro promet des performances incroyables dans quelques semaines. Et Canon lance ses bourses pour les femmes photographes et réalisatrices dans le cadre de Visa pour l'image. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Lumix lance un nouveau compact expert voyageur avec le TZ300, un boîtier équipé d'un grand capteur 1 pouce associé à un zoom optique de 15 fois qui ressemble beaucoup, mais alors beaucoup, à son prédécesseur, le TZ200. Sous le capot, on retrouve donc un capteur BSI CMOS de 1 pouce de 20 millions de pixels, capable de délivrer des vidéos jusqu'au 4K et en ralenti à 120 images par seconde en Full HD. La fonction Photo 4K permet d'extraire des photos sur des séquences enregistrées à 30 images par seconde. Ce capteur est associé à une optique zoom de grande amplitude 15 fois, équivalent 24-360 mm, stabilisé Power OIS et signé Leica. Le constructeur a intégré 22 filtres créatifs pour personnaliser le rendu des photos et des vidéos. L'appareil est équipé d'un petit flash, d'une connectivité Bluetooth et Wi-Fi, ainsi que de la possibilité de charger en USB-C. On écoute Baptiste Soto de Fox Distri nous partager ses réactions à chaud à l'annonce de l'arrivée de ce nouvel appareil pour l'été. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce boîtier, c'est qu'il n'a pas toutes ces petites choses anecdotiques ou spécifiques qu'ont beaucoup de produits qui sont annoncés ces derniers temps. Il ne va pas se perdre dans les fioritures pour se concentrer sur le principal.
Typiquement, c'est pas le meilleur pour prendre Alpha du Centaure en photo, c'est pas le meilleur pour prendre une colonie de schtroumpfs dans un champignon, c'est pas le meilleur pour faire de la vidéo du chant d'amour des abeilles, c'est pas le super mode vlog pour faire le mariole à Dubaï. Il a pas tout ça. Par contre, il est au top pour faire des photos de qualité optimale pour des vacances, pour des photos animalières de loin, des photos des enfants, bref, pour les vraies raisons généralement pour lesquelles 95% des gens achètent un appareil. Et typiquement, avant les périodes de printemps et de vacances, c'est exactement ce qu'on attend d'un constructeur. Aujourd'hui, il y a tout un marché, on va dire, des primo-accédants, donc des gens qui vont utiliser leur téléphone portable pour prendre des photos ou qui ont des anciens compacts ou des anciens bridge et qui veulent passer à la vitesse supérieure, avoir une très belle qualité d'image. Là, le capteur 1 pouce en 20 millions de pixels en CMOS, en BSI, va être hyper lumineux, capable de faire ressortir des scènes qui sont parfaites dans la pénombre, voire dans la nuit. On va pouvoir prendre des photos qui sont de loin, de près, du très grand angle, du zoom. C'est vraiment parfait pour des gens qui veulent passer à la vitesse supérieure et sans nécessairement s'encombrer d'un appareil qui va nécessiter un sac de voyage. C'est-à-dire que quand on va prendre un hybride ou un réflexe, qualitativement, c'est extraordinaire, mais par contre, c'est tout de suite beaucoup plus volumique. Là, on a un produit qui reste compact, qu'on peut glisser alors dans une grande poche, pas non plus dans une mini poche, qu'on va glisser dans un sac qui va pas prendre particulièrement de place. C'est vraiment la solution pour avoir un produit embarqué et qui reste de très haute qualité. Le nouveau Lumix TZ300 sera disponible dans le courant du mois de mai et proposé au prix de 999 €. En toute logique, après l'annonce de Pure Rose 6, DxO met à jour son logiciel phare Photolab, qui passe donc en version 9.6. Le moteur Deep Prime XD3, utilisé pour la réduction du bruit avec maintien des textures, et donc de la partie, est capable de traiter les fichiers issus de tout type de capteur. On retrouve également l'arrivée du format DNG compressé avec la promesse de fichiers plus légers sans compromis visible sur la qualité d'image, une solution intéressante pour gérer de gros volumes de fichiers ou pour l'archivage RAW. Enfin, l'éditeur français intègre un nouveau curseur de diffusion à ses masques générés par intelligence artificielle qui permet de gérer les contours progressifs. DxO Photolab 9.6 est déjà disponible et proposé au prix de 239 € en licence perpétuelle. Pour une mise à jour depuis la version 7 ou 8, il faut compter 119 €. On continue dans l'univers des action cam avec GoPro qui vient de lever le voile sur un nouveau processeur, le GP3, un modèle ultra performant 2 fois plus puissant que l'actuel GP2 qui sera capable de gérer ultra efficacement des fonctionnalités de qualité d'image boostées à l'IA. La firme annonce l'arrivée d'une nouvelle ère avec une qualité d'image professionnelle et des performances incroyables en termes de résolution, de nombre d'images par seconde, de qualité d'image en faibles conditions lumineuses, le tout dans de potentielles caméras miniaturisées comme des action cam, des caméras 360, mais aussi des caméras de vlog et même des caméras de cinéma compactes. Le GP3 est un SoC pour System on a Chip avec une architecture à 5 nanomètres qui est labellisée NPU pour AI Neural Processor Unit. Il intègre des cœurs dédiés pour la détection et la reconnaissance de sujets. Les premiers modèles de caméras exploitant ce nouveau processeur sont attendus pour Q2 2026, c'est-à-dire sur la période d'avril à juin. Et pour terminer, Canon lance son appel à candidature aux bourses Canon pour les photojournalistes femmes et pour la vidéo organisée dans le cadre de la 37e édition du festival Visa pour l'image. Ce sera la 26e bourse de ce type photo et la 7e en vidéo qui seront décernées par Canon. Les bourses seront dotées de 8 000 € pour chaque discipline afin de participer au financement d'un projet en cours ou d'un nouveau projet. Ces bourses sont donc ouvertes aux femmes, photographes et réalisatrices professionnelles qui ont jusqu'à la fin mai, le 19 exactement en photo et le 27 en vidéo pour candidater. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Visa pour l'image. Voilà pour l'actualité cette semaine. Bon, l'arrivée du TZ300, rapidement on revient dessus. Cool, le prix pas cool du tout. Pour un boîtier de ce type, je sais pas, moi j'avais plus l'image que ce genre d'appareil était destiné au très grand public, mais 1000 balles pour le très grand public, bah ça pique quand même. Alors il y a plusieurs choses. Je partage la plupart des choses qu'ont dit Baptiste, il a pleinement raison. C'est vrai que c'est le genre de boîtier qui vraiment va servir dans un usage familial, en voyage, etc. On pourra faire beaucoup de choses avec. Ok.
Il y a toujours eu plusieurs catégories dans les TZ. Dans l'histoire de Lumix, il y avait les TZ à capteur 1 pouce, donc TZ100, Un peu TZ200, expert, quoi, du coup. voilà, Sur papier, quoi. qui étaient déjà vendus assez cher. Il faut le rappeler. Rappelons que le TZ200 était vendu 799 € à sa sortie. Aujourd'hui, le ticket d'entrée est encore plus cher, mais c'est pas illogique, c'est un capteur 1 pouce. Bon, le ticket d'entrée est plus cher. Il n'y a plus les déclinaisons avec un capteur de taille inférieure, comme pouvait l'être un TZ80 à l'époque. Donc, il y avait toujours cette cohabitation qui faisait qu'il y avait des appareils plus grand public, plus accessibles. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu, alors je trouve ce type de boîtier toujours très intéressant, et même dans mon entourage, j'étais surpris ces derniers temps de gens qui me demandaient, mais sur le marché de l'occasion, on ne pourrait pas trouver un petit TZ, je veux moins utiliser mon smartphone, je cherche un appareil photo pour voir plus loin, etc. Bon, ce type de boîtier va répondre à cet usage. Ce qui aurait été bien, c'est d'ajouter un petit écran orientable à l'arrière, et surtout de garder le petit viseur qui était fort pratique sur les TZ100, TZ200, et qui là n'est plus en fait sur le TZ300, qui est vendu plus cher. Donc, si c'est seulement la prise USB-C qui change par rapport au TZ200, si l'AF n'est pas revue, si les menus ne sont pas revus non plus, si on n'a pas accès aux applis Lumix Lab, Lumix Flow, etc., bon, je trouve qu'effectivement, c'est un peu dommage, quoi. Geoffroy, on a évoqué l'arrivée de la dernière version de DxO Photolab qui se présente, en tout cas sur le papier, comme une alternative crédible pour la post-production à la suite Adobe. Avec quoi, toi, tu bosses en post-prod? Alors, moi, je suis, comme beaucoup, j'utilise la suite Adobe parce Tu que continues à être inquiété par Adobe? ouais. Ah ouais, mais bon, c'est Tu quand même souscris bien à pratique. l'abonnement. Ouais, Mais oui, ouais, mais après, c'est vrai que du coup, toutes les mises à jour se font automatiquement. Et puis, quand tu travailles sur un logiciel depuis, je sais pas, Lightroom, c'était la version 5, et que tu récupères tous tes catalogues, tes réglages, tes presets, ce genre de choses, forcément, tu es un peu contraint, mais bon, ça reste quand même des logiciels avec lesquels je suis à l'aise. Et j'utilise justement, alors j'utilise pas Photolab, mais j'utilise beaucoup Puro. Ah, ok. Je suis encore sur la version 3. J'ai téléchargé la 6, j'ai pas encore installé. Mais ça fait. C'est incroyable. Sur des photos. Tu trouves que c'est meilleur que Camera Raw pour le coup, pour le développement? Comme j'ai commencé à m'en servir avant d'utiliser. C'est surtout pour la réduction du bruit. C'est-à-dire que quand tu fais des photos, t'es dans des conditions, quand tu es dans des grands espaces, où tu as besoin d'éclairer plusieurs dizaines de personnes, même si tu as du flash, il faut quand même que tu aies de la profondeur de champ, donc tu fermes. Tu as une vitesse qui est limitée aussi par ton flash et aussi par la lumière ambiante. Tu as vite fait de mettre ton capteur à 1000, 1200, 1600 ISO. Et c'est vrai qu'en termes de traitement du bruit, c'est... c'est phénoménal. Alors après, il ne faut pas forcément trop pousser les curseurs. Mais c'est hyper souple. Ça permet derrière d'avoir des DNG que justement je remets dans Camera Raw. Et puis là, tu fais ce que tu veux, quoi. Oui, puis après, la grande spécialité de DxO, c'est quand même les corrections optiques aussi. Alors ça, c'est assez fantastique. Et quand notamment on y a les goûté. distorsions dont on va parler. Oui. C'est redoutable. Bon, allez, on va terminer le Flash Actu là-dessus. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, ta traditionnelle story. Et cette semaine, tu évoques l'exposition Hommage à Sebastião Salgado à voir actuellement à l'Hôtel de Ville de Paris. La story vous est présentée cette semaine par Canon et sa gamme EOS R et ses optiques RF, des performances inédites pour une créativité sans limite. Les élections municipales viennent tout juste de s'achever. Avant de laisser son siège à la mairie de Paris, Anne Hidalgo, qui ne se représentait pas, voulait rendre hommage au travail de Sebastião Salgado, décédé le 23 mai 2025 à l'âge de 81 ans. Depuis le 21 février, une exposition dédiée à l'œuvre du grand photographe franco-brésilien est ainsi proposée gratuitement au sein de l'Hôtel de Ville. Le commissariat et la scénographie de l'événement sont assurés par la femme de Sebastião, Lélia Wanik Salgado,
très émue de l'accueil reçu dans la maison des Parisiens, comme elle l'appelle, Lélia Wanik Salgado. La mairie de Paris, l'hôtel de ville, c'est la maison des Parisiens. Et voilà, c'est cet hommage et Anne Hidalgo a voulu faire à Sébastien dans cette maison. Je trouve que c'est très, très symbolique et ça m'a beaucoup touché. Beaucoup. Le couple Salgado et Paris, c'est une longue histoire qui remonte à leur exil en 1969 alors qu'ils fuient la dictature militaire au Brésil. Ils posent alors leurs valises dans la capitale. Ils ne l'ont plus quittée depuis. On est arrivés ici tout jeunes, tous les deux. Et voilà, nous avons vraiment beaucoup aimé tout de suite, tomber amoureux de Paris parce que d'ailleurs, on connaissait déjà Paris pas mal par des films, des littératures. Et aussi, nous sommes connus tous les deux à l'Alliance française. Alors, du coup, la liaison avec la France, la langue et tout, c'était quelque chose. Et en arrivant ici, on s'est tout de suite adapté. Hein. C'était vraiment très bien. Nous avons été très bien reçus ici. Alors, la preuve que je suis là, c'est que oui, j'ai même la nationalité française. L'exposition montre les plus grandes séries du maître, Autres Amériques, La main de l'homme, Exode, Gold, Koweït, Genesis, Amazonia, mais aussi une série inédite sur Paris. La Maison européenne de la photographie a pour l'occasion prêté 114 tirages. Comme nous l'explique Lélia, la collection Salgado de la MEP grandit au fil des ans grâce à des dons réguliers. Au début, cette collection a commencé lorsque Sébastien faisait les projets Tous les travailleurs, La main de l'homme. Et alors, la Maison européenne, c'était même pas la Maison européenne, c'était encore Paris Audiovisuel. Et qu'ils ont acheté, ils achetaient au fur et à mesure que Sébastien faisait des reportages, ils achetaient quelques images. Alors, ça a commencé, cette collection, ça a commencé comme ça. Et après, elle a vraiment augmenté parce que nous avons fait des grandes donations. Au fur et à mesure que Sébastien travaillait, qu'il faisait les projets, les grands projets, on faisait une donation, des tirages à la maison. Et la dernière donation, c'était après le décès de Sébastien. Et j'avais dit qu'on allait donner des tirages d'Amazonie et je l'ai fait. Alors, c'est donc presque 500, je ne peux pas dire 400 combien, mais c'est presque 500 tirages. L'ancienne maire de Paris voulait célébrer Salgado, le photographe. Lélia a suggéré de mettre en avant l'homme, son engagement pour la protection de la planète, ainsi que le père, en montrant les peintures couleurs de l'un de ses fils, Rodrigo, atteint de trisomie 21. Lorsque la mère, elle a voulu faire un hommage à Sébastien, moi, je lui ai dit, je crois que c'est mieux de faire l'hommage à l'homme, pas seulement au photographe. Et comme Sébastien avait fait un travail pour elle, et le travail sur Paris, et alors il dit, mais l'homme, il a fait tellement de choses, il a fait, ensemble, nous avons planté une forêt nous avons déjà planté 3,5 millions d'arbres dans cette forêt. Et aussi, il a beaucoup aidé à ce que notre fils qui est handicapé, qui a la trisomie 21, qu'il puisse faire ce qu'il a toujours aimé faire, c'était dessiner et aimer. Sébastien était vraiment quelqu'un de très fier aussi de ce qu'il faisait. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était bien de mettre aussi le travail de Rodrigo en hommage à son père. Benjamin, cette exposition, elle est gratos, mais il faut réserver. Oui. Alors, clairement, il faut réserver sur le site de l'hôtel de ville. Il faut réserver un créneau horaire car l'expo connaît un succès colossal. Il y a des files et des files de gens qui tentent d'y entrer. Mais si on n'a pas la résa, c'est mort. Même gratuit, ça ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas les traditionnelles images qu'on voit le long de l'hôtel de ville. Hein, c'est vraiment dans l'hôtel de ville de Paris. Et c'est une expo quand on ne connaît pas le travail de Salgado, ou si on connaît simplement quelques pans de son œuvre, hein, que ce soit Genesis ou Amazonia peut-être, voilà, c'est l'occasion de tout revoir depuis Autres Amériques, ce qui était à l'époque son tout premier livre qui a été édité par Claude Nory aux éditions Contre-Jour.
Et c'est une exposition événement qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mai et qui coïncidera donc avec un an après sa disparition. Et puis là, c'est, je trouve, émouvant d'écouter Lélia. Lélia, elle nous avait accordé aussi un très beau témoignage quand on avait reçu Sebastião Salgado au coin du feu pendant environ 2 heures ici. Elle nous avait raconté cette anecdote quand ils étaient au Galapagos pour Genesis et qu'ils ont dormi sous les étoiles. Enfin voilà, je vous invite à réécouter cette émission avec le témoignage aussi de Juliano, son autre fils, qui aujourd'hui est à la tête de l'Institut Terra, via lequel il replante énormément d'arbres dans la ferme familiale au Brésil, un projet qui continue. Geoffroy, tu connais un peu le travail de Salgado? Ah Parce que tu as eu la curiosité d'aller voir cette exposition. Alors, je ne suis pas allé voir encore l'exposition. Je ne suis pas encore allé voir l'expo. J'avoue que j'ai un peu peur quand j'entends l'attente pour pouvoir aller la voir, mais ouais, ça a l'air. Je pense que je vais y aller, effectivement. Ouais, c'est un super photographe. Déjà, moi, ce qui me touche au-delà des thèmes et des sujets, c'est la maîtrise du noir et blanc qui est quand même qui est assez dingue, qui donne un côté vraiment dramatique et poétique à son travail. Mais surtout, moi, ce que j'apprécie, et c'est un truc qu'on voit, ça n'engage que moi de dire ça, mais qu'on voit pas assez souvent, c'est tout le travail derrière sur l'environnement, l'écologie, de replanter des forêts. Voilà, c'est que ça sert un discours et une action, et ça touche énormément de monde, et il faut qu'il y en ait plus, quoi. Oui, on lui a souvent reproché d'ailleurs certaines accointances avec des grands groupes industriels pour mener à bien ces entreprises-là au sud du Brésil, mais en tout cas, pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, et notamment au cours de cette fameuse émission à nos micros ici, on comprend pourquoi sa femme a voulu aussi rendre hommage à ce qu'elle dit à l'homme, parce que c'était vraiment une belle personne, comme on peut dire, très généreuse, très impliquée, très respectueuse aussi. Et donc, oui, c'est vraiment une expo événement. Et j'aimerais juste ajouter, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de regarder le film Le sel de la terre, qui était co-réalisé par Wim Wenders et son fils Juliano Ribeiro Salgado. Merci Benjamin pour cette story cette semaine. On vous propose maintenant une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer cette grande discussion avec toi, Geoffroy, sur la photographie à l'ultra grand angle. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Et si vous pouviez voir plus grand? Avec les nouvelles optiques RF de Canon, explorez des perspectives inédites pour réaliser des images exceptionnelles. Le Canon RF 7 14 mm f2.835L Fisheye STM. Un zoom fisheye capable de capturer l'action comme jamais. Images circulaires spectaculaires à 190 degrés ou plein format immersif à 180 degrés. Sport d'action, nature, vidéo, chaque instant devient une expérience unique. Et découvrez aussi le Canon RF 14 mm f1.4L VCM. Un ultra grand angle pensé pour l'astrophoto, l'architecture et les paysages. 114 degrés d'angle de champ, ouverture ultra lumineuse à f1.4, moteur AF VCM pour une mise au point précise. Depuis toujours, Canon repousse les limites de l'optique et de la prise de vue. Photographe, vidéaste, créateur, optez pour la gamme des objectifs RF et les hybrides Canon EOS R Created Difference. Voyez plus grand, capturez l'exceptionnel. Created Difference signifie créatif par nature. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Geoffroy Gomez pour cette émission consacrée à la photographie à l'ultra grand angle. Alors, pour commencer, on va essayer de bien comprendre ce qu'est exactement un objectif ultra grand angle et quelles sont les contraintes auxquelles il faut s'attendre si on souhaite en utiliser. Première question légitime à se poser, Geoffroy, selon toi, à partir de quelle focale on quitte le royaume du grand angle pour rentrer dans celui de l'ultra grand angle? Je pense que c'est un truc qui est un peu tout le monde. C'est un truc qui est un peu accepté par tout le monde. C'est en tout cas
empiriquement, c'est en dessous de 24 mm en 24-36. On est d'accord. Ouais. C'est un peu comme ça, nous, qu'on fonctionne quand on fait nos guides optiques à la fin de l'année, d'ailleurs, qu'on raisonne. Hein. C'est vrai que 24, c'est un petit peu la frontière. Alors évidemment, quand on parle d'ultra grand angle, on parle d'angle de champ, angle de vision. Pour vous donner un peu des repères, le traditionnel 50 mm offre un angle de champ de 47 degrés. Et dès qu'on tombe dans l'ultra grand angle, à partir du 24, donc, on obtient un 84 degrés, 94 degrés pour un 20 mm, 100 degrés pour un 18 mm et jusqu'à 114 degrés pour le 14 mm. Ces focales super larges, c'est donc particulièrement difficile à obtenir avec des petits capteurs, Benjamin ? Difficile à obtenir, pas forcément. Par contre, oui, quand on parle, en tout cas, de 24 mm, on parle bien en langage 24-36. Donc, ça veut dire que pour avoir l'équivalent après en APS-C, en micro 4 tiers, on va se retrouver avec des valeurs parfois de 8 mm, 10 mm. Donc, ça peut faussement laisser penser qu'on va bénéficier d'un vrai 8 mm. Non, sur un micro 4 tiers, un 8-18 va devenir un 16-36, etc. On va appliquer ce qu'on appelle les coefficients multiplicateurs inhérents à la taille du capteur. C'est quoi l'ultra grand angle idéal et le plus polyvalent pour toi, Geoffroy ? Pour moi, à la base, c'est un 16 mm. Parce que c'est quand même assez courant et on peut l'avoir aussi sur un zoom. Ça permet quand même d'avoir des trucs assez versatiles. Et pour se faire la main, ouais, c'est bien. Après, il y a des focales qui sont un petit peu entre 16 et 24. Enfin, moi, perso, je vois pas trop l'intérêt parce que je vais toujours... en tout cas, moi, quand je vais cadrer, je vais toujours en laisser un peu autour. Parce que quand tu fais ta post-prod, si tu dois adresser des verticales ou si tu as du vignettage... surtout que toi, tu as beaucoup de pixels. Avec le R5, Ouais. tu as 45 millions, donc Ouais, tu as une latitude. Mais bon, après, il faut que ça reste quand même dans le champ de la pratique du ultra grand angle. Si c'est pour zoomer, Ouais. avoir une... Là, bon. Certes. Mais la première expérience que j'ai eue, moi, avec un ultra grand angle, c'était un 14 mm. Ah oui, c'est radical. On n'est pas un peu Ouais. dans la logique du qui peut le plus, peut le moins, Ouais. finalement, quand on parle d'ultra grand angle ? Ouais, mais c'était surtout, à l'époque, je me souviens, une histoire de budget. Ah, c'est Voilà. un Samyang, On alors. l'oublie souvent. C'était un Samyang. Un Samyang, c'était- ouais. c'était, Eh oui, parce qu'à la- l'époque, il n'y avait pas beaucoup en monture EF. La version manuelle, ouais. Oui. Celle qui a la déformation. Je me souviens très bien. Qui te fait des espèces de vagues, là, comme ça. Ouais, parce qu'à l'époque, je sais plus, j'ai dû payer peut-être quelque chose comme 300 ou 350 €. Bah, bien sûr. C'était un 14 de 8, c'est ça ? Ouais, 14,8. Bon, après, il a pas. En tout cas, sur le R5, t'atteins vite la limite en termes de piqué. À l'époque, c'était un 5D, du coup. Ouais, c'était Mais- un 5D2 puis un 5D4. Ouais. Mais pour se faire la main, c'est bien. Parce que ça te permet d'aller chercher des compositions qui sortent de l'ordinaire. Mm. En portrait aussi, ça te donne des trucs qui sont assez, cinéma. Ça se rapproche pas mal de visuels de cinéma, de choses comme ça. Ça t'oblige à faire la mise au point manuelle. Voilà. Donc à aller chercher un peu sur ta bague si t'as pas l'habitude. Bon, aujourd'hui avec les guides sur les numériques, c'est hyper facile. T'as ton petit rectangle qui s'affiche quand t'es net. Et puis la seule vraie, à l'époque en tout cas, le seul vrai reproche que j'avais à faire à cet objectif, c'était son verre bombé. Et oui. Donc la lentille frontale bombée, tu pouvais peux pas mettre de mettre de filtre, là. faire super T'aurais gaffe. pas pu être ambassadeur Ça coquin à prend de la l'époque. poussière. C'est mais je sûr. crois qu'il y a une époque où ils fabriquaient justement un adaptateur pour ces Alors, 14 il en mm. existe aujourd'hui, par exemple, pour des optiques comme ça à lentille bombée. Il y a des adaptateurs chez Nissi, chez Coquin, pour des Sigma 14-24 ou des choses comme ça, oui, bien sûr. Sinon, mais des gélatines. Mais c'est marrant. Moi, j'avais commencé l'ultra grand angle avec un 17-40 chez Canon à l'époque sur un 5D aussi. F4. F4, absolument. J'adorais cette optique sérielle. C'était l'alternative au 16-35 de 8, plus abordable. Quand on va t'avais pas se les mentir. moyens, quand t'avais pas les moyens, tu t'achetais ça. J'ai trouvé que c'était une école formidable. Et par contre, je te rejoins assez sur ce que tu disais. Enfin, le zoom après 17-40, mais je crois que je regardais les données EXIF sous Lightroom à une époque et 90% des images étaient à 17 mm. En fait, C'est toujours comme ça avec ce genre de c'est zoom. ça.
zoom, tu te mets toujours au max, quoi. Si tu acquiers un ultra grand angle, après il y a peut-être le virus de l'ultra grand angle, tu vas faire que des photos comme ça, et du coup tu poses la question de l'utilité de ce qui reste en termes de plage focale, quoi. Donc c'est pertinent aussi, hein, d'ailleurs, chez Canon, d'avoir un 16 mm aujourd'hui f2.8 en monture RF, franchement, qui est tout petit, qui est pas très cher. Je pense que j'aurais été content si j'avais commencé la photo aujourd'hui d'avoir ça, hein. Moi, je me souviens, à l'époque du réflexe, il y avait une optique fabuleuse de Canon qui était sortie plutôt à la fin de l'ère du réflexe, alors que je ne dise pas de bêtises. Est-ce que 10-20 f4, c'est possible ça? Un ultra grand angle sans aucune Non, déformation. alors, C'était complètement non, barge, ce truc. t'es pas loin, c'était un 11-24. 24 11-24, c'est ça. sériel, absolument extraordinaire. Je pense que c'est le zoom ultra grand angle que j'ai pris le plus de plaisir à utiliser. C'est c'était une merveille. exceptionnel. C'était Le une rendu merveille, est ce fabuleux. D'ailleurs, c'est un caillou aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Franchement, le greffer avec une bague sur un R5 ou autre, moi je vote pour à 2000%. C'est une super idée. Celui-là, et je dirais juste, parce que là on parle beaucoup de Canon, mais chez Nikon par exemple, j'avais adoré aussi le 14-24 réflexe f2.8 sur un Nikon D850. Alors là, c'était pareil, c'était juste extraordinaire. Enfin, souvent, quand on touche à ce genre de cailloux comme ça, très très haut de gamme, c'est dur après, hein, Ouais, en tout cas, il y avait quand même des alternatives à ces optiques à l'époque du réflexe. On a évoqué le 14-24 f2.8 de chez Sigma. Chez Tamron, il y avait aussi un 15-30 f2.8 qui était leur version des trois dragons grand angle en f2.8 constant, qui était super bien et qui existait en monture EF, puisqu'à l'époque Canon ouvrait sa monture en monture EF et en monture Nikon F. Il y a aussi Sigma en monture F qui faisait un 14 mm, si je dis pas de bêtises, un 4 ou un 8. Qui est un gros caillou, hein, mais qui est très utilisé en astrophoto et qui est encore recherché. D'ailleurs, si quelqu'un Si quelqu'un en a un à vendre. Ouais, parce que c'est oui, mais vu que je fais encore beaucoup d'astrophotos en monture EF avec des appareils défiltrés. En astro, il était très utilisé. Sur le marché de l'occasion, il se revend encore quasiment au prix du neuf, quoi. Ils sont allés encore plus loin en hybride, hein. Sigma, ils ont fait un 14 mm f1.4 désormais. Alors pas en monture RF, hein, comme l'a dit Arthur, la monture est pas ouverte, en monture E et monture L seulement, mais ça c'est extraordinaire. Alors, on va parler un peu des contraintes d'usage de ce type d'objectif ultra grand angle, pardon. Et pour commencer, Geoffroy, il y a évidemment l'épineux sujet des distorsions. Ouais. Alors, les distorsions, bon, c'est encore c'est rattrapable. Aujourd'hui, en post-prod, avec justement Lightroom DxO, on met des repères. Oui, puis il y a déjà les corrections quand même en interne aussi, hein, qui agissent un petit peu. Alors, quand on fait de l'archi, c'est un peu plus compliqué. Il faut quand même essayer d'avoir... parce qu'on n'a pas tous un objectif ETS ou une chambre pour adresser les verticales tout de suite. Donc, il faut toujours avoir un petit peu de recul. Il faut toujours avoir un peu de matière en plus sur les bords parce qu'évidemment, quand on redresse, on perd une quantité non négligeable de l'image. Mais plus que la distorsion, c'est la distance du sujet pour moi qui est compliqué à gérer parce qu'évidemment, plus on va élargir, plus le champ va s'aplatir et tous les sujets qui sont dans l'image vont être minuscules. Donc il faut quand même parfois... La composition ultra grand angle, c'est un gros sujet. Ouais, et puis savoir où tu postes, où tu places vraiment, parce que parfois la règle des tiers va pas être satisfaisante parce qu'on va se dire oh tiens je vais faire un ciel ou des nuages, la Voie lactée, peu importe, et puis en fait on trouve qu'il y a trop de sol. Mais il y a l'angoisse du premier plan, hein, souvent. Quand on débute d'ailleurs, on ne sait pas forcément comment ajuster le cadrage, parce que si on n'est pas assez près, du coup on se retrouve avec des éléments où peut-être si on est sur un parvis, je sais pas, on veut photographier un bâtiment, le ciel et le parvis, mais s'il n'y a rien, il n'y a pas d'éléments au premier plan pour habiller la composition, on a une image un peu vide, quoi. Ouais, alors parfois il faut un peu se décaler ou se rapprocher du bâtiment. Si ton sujet c'est le bâtiment, avec de toute façon, comme tu es en grand angle, tu vas être net partout, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un premier plan. Voilà. Mais oui, il ne faut pas hésiter à se rapprocher, il ne faut pas hésiter à essayer différents cadrages, positions, tiltés ou pas. Même pourquoi pas faire une photo, se rapprocher et faire un panoramique avec
juste 2-3 images, pas plus. Et mais c'est sympa, c'est sympa à utiliser quand même. C'est assez tout terrain, quoi. Bon, en tout cas, quand même, les distorsions, c'est une problématique qui est très caractéristique des ultra grands angles. Et généralement, plus on utilise une focale large, plus ces distorsions sont prononcées très rapidement. Je rentre pas trop dans les détails, mais en gros, les distorsions viennent du fait que finalement, le grossissement de l'objectif est pas constant sur toute la surface du capteur. Et dans le cas des ultra grands angles, on parle de distorsion en barrière. Alors, les constructeurs font tout ce qu'ils peuvent pour limiter via la formule optique, via les corrections embarquées, comme tu l'as précisé, Benjamin, pour limiter, voire supprimer complètement ce phénomène radicalement physique. Et c'est des choses aussi qui peuvent très bien se corriger en post-production. Et DxO s'est fait un peu une spécialité dans la matière. Il y a un constructeur chinois qui s'appelle Laowa, qui a une gamme d'ultra grand angle en focale fixe, des modèles à autofocus et des modèles à mise au point manuel, estampillés 0D. Benjamin, est-ce que tu as déjà pu mettre la main sur ces objectifs-là? Est-ce que vraiment il y a zéro distorsion? Ah oui, alors j'ai mis la main sur des objectifs comme ça et j'ai pu constater effectivement que c'est complètement stupéfiant. Et je me rappelle aussi avoir suivi Jean-Nicolas, notre camarade de Phototrend, photographiant, je crois, avec le 10 mm f2.8 et un hybride Nikon dans des métros munichois et être stupéfait en fait par le rendu. Et c'est vrai que ce qu'on voit à l'écran est tout simplement incroyable. Alors, il y a un gros boulot fait par la correction interne des boîtiers quand même, ça c'est certain. Mais oui, c'est tout à fait bluffant. Si on élargit un petit peu le champ de ces objectifs, donc on a les ultra grands angles, on va dire donc du 24 mm jusqu'au 14 mm. Et au-delà de ça, on peut tomber dans ce qu'on appelle les fisheye. C'est quoi la différence entre un ultra grand angle et un objectif de type fisheye? C'est surtout l'effet. Là, pour le coup, le fisheye, c'est l'utilisation volontaire de la distorsion. C'est vraiment d'avoir des trucs un peu effets. Oui, puis d'un angle de champ de 180 degrés minimum, quoi. Ouais. On va dire ça. Alors moi, J'ai œil de poisson. Ouais, moi, j'en utilise pas parce que ça fait pas partie de ma pratique. Après, c'est très sympa. À oui, jamais. utiliser. Même tu pourrais avoir ce petit pas de côté, tu vois, proposer une série un peu délirante en plus de ce que tu fais. Ouais, mais non, pas envie. Non, mais après, c'est voilà, pas le temps, pas les finances, ça dépend. Il y a je peux trouver plein d'excuses, mais c'est pas une pratique dans laquelle j'ai envie de me lancer parce qu'il faut quand même être bon. Et c'est pas un truc que je ferai tout le temps. Donc, après, est-ce que c'est pas aussi qu'on se lasse très vite avec ce genre d'optique? C'est-à-dire qu'on a un fichier, on s'amuse. On parlait il y a peu de temps des Lens Baby, ces espèces d'adaptateurs qu'on pouvait mettre parfois. On va s'amuser à faire ou des fois de la photo miniature, de la pseudo photo comme ça, à basculer des centrements avec des petits gadgets. Est-ce qu'au bout de 2-3 images fisheye, on n'a pas fait le tour et finalement... Après, c'est très connoté pour certains types de photos aussi, quoi. C'est une esthétique très proche de sport urbain. Le skate, évidemment. Oui. Enfin, quand on pense fisheye, on pense aux photos de skate, quoi. Ouais, ou de surf. Non, mais c'est ça, ouais, tout à fait. Sport extrême, ça peut fonctionner, mais dans le cadre de la photo urbaine d'architecture, c'est pas forcément évident. En tout cas, il y a des modèles qui sont tellement fisheye qui vont générer une image parfaitement circulaire sur le capteur. Donc, alors évidemment, du coup, ça sous-entend un recadrage plus que violent ou un vignettage maximal, on peut le voir comme ça aussi, mais on obtient vraiment une image circulaire. Parce que n'oublions pas quand même que les objectifs photo sont ronds, circulaires, et que par nature, ils produisent tous des images circulaires qu'on vient juste recadrer en positionnant la surface du capteur sur le cercle image de ces objectifs. Bref, on arrête là la petite leçon d'optique géométrique. Parmi les autres contraintes qu'on peut avoir, Geoffroy, avec ce genre d'objectif ultra grand angle, il y a la notion de profondeur de champ, parce qu'on sait que la profondeur de champ est intimement liée à la focale, à la longueur de la focale. Donc là, plus la focale elle est petite, plus la profondeur de champ est étendue. On ne peut pas avoir des effets de bokeh de ouf avec des objectifs comme ça. C'est pas l'idée. Enfin,
Si tu fais du paysage, pour le coup, c'est vraiment d'être partout. Bon, après, il y a quand même, faut quand même respecter l'ouverture optimale, l'hyperfocale, ce genre de truc, parce qu'on va se retrouver avec des premiers plans flous là où on voulait quelque chose de net. Enfin, il faut. Mais ça peut arriver que si tu veux mettre dans ta photo. Exemple, je sais pas, une plante, une fleur, un truc, là, effectivement, tu vas quand même avoir un premier plan flou. Ça dépend vraiment de l'inspiration du photographe et de la composition. Tu utilises, toi, le testeur de profondeur de champ? C'est une fonction qui est souvent Non. banalisée, tu vois, qu'on avait l'habitude d'utiliser sur les réflexes, qui existe toujours en hybride. Alors ça, franchement, moi, même sur les réflexes, j'ai jamais vraiment compris comment ça... Je voyais rien. En fait, je voyais aucune différence à part que Alors l'image moi, s'assombrisse avec moi quoi, j'étais tu comme vois. toi jusqu'à ce qu'on me l'explique. Ouais. Et en fait, ça fait pleinement sens. C'est-à-dire que sur par exemple, des compositions, c'est l'exemple de la plante au premier plan me parle. C'est-à-dire que au moment où tu vises, tout simplement, tu vas visualiser l'étendue de ta zone de profondeur du champ, de ce qui va être net sur ton résultat, en fait, tout bêtement. Ah oui, non, mais ça, Donc, ok, mais visuellement, j'arrivais pas à le voir, moi, en visée optique, en tout cas. Enfin, c'était pas Eh ben, flagrant. Oui, parce que ça grisait un petit peu. C'est une ouais. petite habitude à prendre. En fait, ça marche assez bien. Et moi, il m'arrive encore, notamment en ultra grand angle, de l'utiliser même sur des hybrides. Et je trouve que c'est une fonction qui est vraiment très utile, en fait. Alors, les ultra grand angle, historiquement, et puis même toujours aujourd'hui, ne sont pas stabilisés optiquement. Maintenant, la stabilisation, elle est généralisée au niveau des capteurs. Geoffroy, est-ce que ça a du sens, la stabilisation, quand on fait de la photo à l'ultra grand angle? Selon toi, hein. Quand on est dans des conditions un peu compliquées, oui, parce que si t'es en fin de journée ou le matin, que t'es à main levée, forcément tu vas quand même avoir une vitesse qui est assez lente, donc tu vas pas avoir envie de rater ta photo. Après, la plupart du temps, moi, je me mets sur trépied. Donc la stable, tu la désactives. Je la désactive, ouais, parce que sinon c'est contre-productif. Oui, mais si on prend la gamme actuelle Canon RF, c'est intéressant parce que ce soit leur 15-35 f2.8, donc série L, et le 14-35 f4 série L aussi, les deux sont stabilisés. Et donc ça montre bien en fait qu'il y a un intérêt quand même à avoir une stabilisation, et bien que désormais tous les boîtières soient stabilisés. Donc ça veut dire que on va pouvoir coupler la stab boîtier à la stab de l'optique et faire des photos à main levée. Parce que le trépied, en plus, n'est pas toujours autorisé à certains endroits. Je crois que la BNF, par exemple, à Paris, si on veut faire des photos, le trépied est interdit, quoi. Objectivement, n'importe où à Paris, c'est interdit, si on respecte la loi stricto sensu. Après, en bord de Seine, on va pas donner... Joël. Voilà. Appelons Joël. J'ai fait quand même pas mal de photos dans Paris, des trépieds. Tu es hors la loi, tu es hors la loi. Mais devant un bâtiment officiel comme ça, etc., en règle générale, c'est assez interdit. Donc, pour faire de la photo nocturne, c'est plutôt un bon argument. Ouais, puis et en vidéo, bien sûr. Voilà, c'est ça, on parle de photo, mais il y a aussi la vidéo qui est quand même, quand tu es à main levée, on n'a pas tous un Ronin ou une gimbal ou un truc. Non, c'est assez pratique. Quoi. Je reviens 3 secondes, même si on l'a déjà un petit peu abordé, ces histoires de filtres, parce qu'en ultra grand angle, on est amené à faire du paysage, on peut être amené à faire de l'astrophotographie, et on va en parler. On est donc mécaniquement amené à utiliser des filtres, et là, on peut rentrer dans un domaine relativement compliqué, dans le cas des lentilles frontales qui sont bombées, ou dans le cas des super grands diamètres, où du coup, ça va commencer à devenir très très cher. La meilleure solution, toi qui es ambassadeur coquin, pour pouvoir faire travailler avec des filtres, donc des polarisants, des variables, ce que tu veux, avec de l'ultra grand angle, c'est quoi? C'est Nissi, bien sûr. Non, mais surtout, c'est le porte-filtre. C'est vraiment, puis en plus, quand tu fais de la pose longue aussi, avoir la petite mousse avec. Bon, après, il faut quand même. Il y a certains porte-filtres. Tu peux expliquer ça, l'intérêt de la mousse pour la pose longue? Ça évite les fuites de lumière, tout simplement. Donc, comme on expose longtemps, la lumière va toucher le capteur via la lentille. Et si on supprime pas l'espace entre le filtre et la lentille, on peut laisser passer de la lumière. Et là, ça va flinguer la photo. Quoi. Parce que chez Coquin, par exemple, il y avait des porte-filtres, je me souviens, très plastiques, qui ne comportaient pas du tout de mousse. Là, tu parles de quelque chose de différent. Des porte-filtres plutôt quali, série M, série L, vraiment de très belles factures, plutôt en métal, avec effectivement des mousses qu'on va trouver dans les espaces d'insertion des plaques. Et c'est ça qui va faire que on va avoir cette obscurité. Donc c'est vrai que sur les systèmes un peu grand public, amateurs, de
porte-filtre en plastique, il y a pas la mousse. Ils se sont mis à la fournir sur les sériels en métal, mais là, il fallait la placer soi-même. Et sur le dernier système qui est sorti c'était pendant le Covid, donc 2020-2021, je me rappelle plus très bien, le système NX, la mousse est intégrée. Donc du coup, tu clips ton porte-filtre sur ton objectif avec ta bague et tu as juste à glisser ton filtre rectangulaire ou carré. C'est tout, quoi. En tout cas, auditeurs et auditrices, si vous avez l'occasion, allez dans un magasin spécialisé, allez prendre en main des objectifs ultra grand angle, que ce soit en focale fixe ou en zoom. Les objets sont magnifiques, ils sont assez imposants quand même. Les diamètres des lentilles frontales sont assez vénères, et puis quand il y a une belle lentille frontale bombée, c'est juste magnifique. Et ça explique aussi pourquoi, sur ces objectifs, le pare-soleil, généralement en Corolle, est fixe. Et ça permet, d'une certaine façon, de manière très modeste, de prévenir les chocs et donc du coup de préserver un peu cette lentille frontale qui dépasse littéralement de l'objectif. Oui, alors là, et tu parles particulièrement de mastodonte à 2.8, mais il existe aussi des modèles tout aussi ultra grand angle qui permettent de visser des filtres directement. Donc, par exemple, chez Tamron, on peut citer le 17-28. Chez Sigma, on peut citer le 16-28 aussi. Là, on est en hybride. Ce sont des optiques légères. Donc ça, c'est très surprenant aussi pour des ultra grands angles, qui permettent d'ôter le pare-soleil et de visser n'importe quel filtre. Donc ça, c'est un autre type d'objectif vraiment séduisant. Et puis maintenant, tu peux aussi mettre ton filtre au niveau du capteur. Complètement. Certains modèles, il y a des petites gélatines à l'arrière. Tu as des clip-in ou tu as des supports, des tiroirs directement sur moins intuitifs. Ça, c'est personnel. C'est peut-être une question d'habitude. Oui, et puis c'est un peu moins courant, mais c'est vrai que mais oui, un gain de place. Après, il faut faire gaffe au capteur. Faut faire gaffe au capteur. Et puis, c'est vrai quand même que ça peut éviter de se trimballer avec une sacoche de filtre. Parce que bon, un porte-filtre, c'est bien beau, mais si on veut rester léger et pas prendre de trucs trop encombrants, là, c'est raté, quoi. Ouais, et puis sur les vissants aussi, quand tu serres trop le... Oui. Ah oui. Tu peux te retrouver à galérer... Quand c'est mal vissé, quand tu le vises de travers, quand c'est mal vissé, que tu le vises de travers ou que tu serres trop. Oui, ou que c'est mal vissé puis qu'il tombe. Bon, bref, mais il y a des précautions à prendre. Non, mais c'est vrai. Plein d'anecdotes à raconter. Il faut être assez méticuleux quand même quand on manipule des filtres. Bon. Allez, on va maintenant s'intéresser à l'usage même de ces objectifs ultra grand angle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont assez nombreux et variés. Et il y a bien entendu donc le paysage, qu'il soit de nature ou même urbain, l'astrophotographie, on l'a évoqué, l'architecture, on l'a évoqué, et d'une manière générale, tout ce qui doit être photographié et restitué dans un espace confiné. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Rémi Flamand, spécialisé en spéléophotographie, qui a recours très régulièrement à l'ultra grand angle dans son travail. Donc moi, dans mon métier de photographe en milieu souterrain, je suis soumis au confinement, vraiment au manque de recul permanent, soit parce qu'il y a une paroi, un mur, quelque chose de physique derrière moi qui m'empêche de reculer, ou tout simplement parce que je ne peux pas avoir accès à un sol pour par exemple le préserver, et où je vais être vraiment limité dans mes déplacements. Et en milieu confiné, vu qu'on manque toujours de recul, le grand angle est vraiment l'optique que nous allons privilégier pour réaliser les prises de vue en milieu souterrain, que ce soit des souterrains naturels ou anthropiques. Ce que je vais chercher dans une optique grand angle, déjà ça va être surtout sa qualité, vraiment sa résistance, parce que sur le terrain, enfin sous le terrain, on est amené à avoir des conditions de travaux qui sont réellement difficiles, avec une humidité permanente. On travaille à saturation, et très souvent, soumis à projection d'eau. Voilà. En plus, dans le sous-sol, on a la boue. Dès qu'on touche dans nos déplacements un sol, une paroi ou autre, on a tendance quand même à se salir les mains. Et c'est vrai que parfois, c'est très difficile de ne pas salir l'appareil photo et l'objectif. Voilà.
Moi, je travaille avec le système GF, les grands formats de GFX. Donc, on a depuis quelques années un très bel objectif à zoom, le GF 20-35, que j'utilise principalement dans mon travail. Cette optique, elle est un relativement grand angle. Il y a plus grand angle sur une autre gamme de produits, sur la gamme XF, avec le XF 8-16 mm, qui lui est vraiment un ultra grand angle au-delà de la vision humaine. Mais c'est une optique que je vais plus utiliser parfois dans de la vidéo où vraiment je suis bloqué et où vraiment je ne peux pas faire autrement. Mais mon optique de prédilection reste sur la gamme GF des GFX. Bon, le travail de Rémi est tout simplement fantastique. Et sachez d'ailleurs qu'on a réalisé une émission au coin du feu avec lui en saison 6, épisode 2, que nous vous conseillons vivement d'aller écouter. Bon, évidemment, la spéléophotographie, c'est un cas un peu à part. On va retomber sur des domaines un peu plus mainstream, comme on dit, et on va s'intéresser à l'exercice du paysage à l'ultra grand angle. Geoffroy, selon toi, quelle est la focale idéale pour faire du paysage et est-ce que c'est le même raisonnement quand on fait du paysage en nature que quand on fait du paysage urbain? Alors, moi, en paysage, je conseillerais une plage focale qui va de 16 à 24 parce que au-delà, on sort de l'ultra grand angle et en dessous, il y a trop de problèmes de distorsion, d'échelle, ce genre de choses. Oui, toi qui as commencé au 14, t'en reviens. Enfin, on peut faire de très belles images assez impressionnantes, mais il faut que le sujet s'y prête, quoi. Alors ça peut être quand on est au-dessus d'une ville ou quand il y a des rochers en bord de mer, à la montagne, ce genre de choses. Mais pour une pratique, on va dire, classique du paysage, oui, ça va se situer entre 16-20 jusqu'à 24. Ça dépend vraiment de l'étendue qu'on veut montrer, de la scène, si c'est un bâtiment au loin, des nuages qui passent, un ciel étoilé, ce genre de choses. Voilà, Est-ce qu'il y a des contraintes ou des pièges à éviter quand on se lance dans le paysage? La composition. Ouais, Parce vas-y. que souvent, alors moi, je compose beaucoup à l'œil. Je me sers jamais de l'écran, sauf pour vérifier après si tout est bien comme ce que j'espérais. Je trouve ça plus intuitif parce qu'on voit vraiment ce qui se passe. Sur un écran, il y a la luminosité de l'écran, il peut y avoir des infos, il peut y avoir c'est toujours c'est plus petit, et puis, il faut pas oublier aussi que quand on vide la photo, quand on vide sa carte sur un écran qui fait, je sais pas, 24-27 pouces, c'est pas du tout la même sensation. Parfois, on a l'impression d'avoir bien cadré, et puis quand on sort la photo, en fait, non, parce que il y a pas assez de sol ou trop de ciel, enfin, peu importe. Donc, bien respecter, déjà, la base, pour moi, c'est la règle des tiers. Ouais. Mmh. Un tiers tout de ciel, simplement, 2 tiers de sol. Ouais. Après, on peut essayer de tilter un peu, de monter un petit peu si on veut un peu plus de ciel. Alors moi, j'ai toujours une galère quand je fais des paysages, je respecte cette règle-là, c'est d'avoir un horizon horizontal. Quand on est à main levée, c'est chaud quand même. Quand on est au 14 mm ou au 16 mm, surtout s'il est très loin, bon. Aujourd'hui, il y a des niveaux sur les boîtiers, il faut juste l'activer. Ça marche très bien en hybride. ouais, Les niveaux, ils fonctionnent vraiment très très bien et c'est une belle aide. Non, ce que je trouve compliqué parfois, c'est la mesure de l'exposition. Parce que plus tu as une focale qui est large, plus un angle de champ est large. Et si tu as un gros écart de luminosité entre le ciel et le reste de l'image, par exemple, comment tu gères ça? Les filtres, c'est la réponse. Il y a les filtres. Les filtres, c'est un peu le truc le plus. C'est un peu la Rolls. Hein. C'est-à-dire que tu mets ton filtre dégradé, ton ND dégradé. Alors, ça peut être aussi bien pour le ciel que pour le premier plan, parce que les écarts de luminosité sont pas forcément dus au ciel qui sont clairs. Ou sur un coucher de soleil, tu vas avoir des filtres avec le dégradé au milieu, ce genre de trucs. T'as aussi, tu peux faire du bracketing d'exposition, tu peux faire du HDR. C'est que ça on oublie des fois la fonction bracketing. Et puis aussi, les boîtiers modernes permettent de descendre assez bas en ISO pour venir récupérer un max de dynamique. Un max de dynamique, ouais, c'est
une autre lumière qui est cramée, elle sera toujours cramée. Un noir qui est un peu bouché, tu pourras toujours te débrouiller avec. Mais Il y a un piège dans lequel on peut tomber très facilement quand on est en ultra grand angle, en extérieur, en plein jour, en plein soleil, c'est finalement de voir apparaître sa propre ombre dans le cadre de son image sans forcément qu'on y ait prêté attention au moment du cadrage, quoi. Moi, ça m'est arrivé une paire de fois. Moi, ça peut habiller le premier plan. Hein. Ouais, mais bon. On peut jouer avec ça aussi. Après, mais bon, si tu peux, ou alors tu attends que le soleil tourne un peu, ou tu as des solutions, tu montes ton appareil, tu le descends. Ce qui est sympa aussi, c'est que quand tu es face au soleil, là, si tu fermes, tu vas avoir les fameux effets de diaph. Les effets de diaph, en fonction des différentes lamelles. Ça, c'est assez cool. Oui, sur le soleil. Et le truc que moi, j'aime beaucoup, c'est le polarisant circulaire. Voilà. Alors là, quand il y a un beau ciel bleu, quelques nuages, et qu'on a le soleil dans le dos, il faut avoir le soleil dans le dos. Le bleu du ciel, c'est un truc que tu peux pas avoir en post-prod. Hein. C'est vraiment en bord de mer de la photo. C'est des bleus qui sont super intenses. Voilà. Sur la pose longue, j'ai tendance à pas l'utiliser parce que justement, comme ça élimine aussi les reflets de l'eau, bah, tu vas pas avoir cet aspect brumeux que tu peux avoir quand tu l'as pas. Mais ouais, c'est assez chouette. Et pour réussir à restituer une sensation d'espace et de grandeur, on entend souvent dire qu'il faut mettre des repères d'échelle pour un peu aiguiller l'esprit de l'observateur, du spectateur. Tu es assez d'accord avec ça? Et si oui, c'est quoi le meilleur endroit finalement pour essayer, quand on peut, de mettre des repères d'échelle pour donner cette sensation de grandiosité? Quand tu parles d'endroit, c'est où aller? Ouais, c'est ça. Après, ça dépend de t'as plein là où on est. ça Si on est au oui, sommet d'une voilà, montagne, un bah, repère d'échelle, c'est un peu compliqué, mais Oui, mais ça peut être voilà. quelqu'un qui grimpe, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui grimpe au loin, ça peut être un arbre. Les compositions comme ça, c'est Jean-Michel Lemarque qui Voilà, qu'on a souvent reçu beaucoup de choses comme ça. Bien sûr. Ça peut être en ville, tu peux très bien dans un parc ou dans la cour du Louvre avec la pyramide ou ce genre de choses, tu peux avoir des trucs assez sympas. À la campagne, tu peux te mettre dans les champs, tu vas avoir des trucs qui peuvent passer complètement inaperçus quand tu es en voiture, des châteaux d'eau, des croix, des trucs finalement quand tu te poses et que tu fais ton cadre, ça peut devenir assez sympa. Évidemment, les bords de mer. Alors là, c'est en bord de mer, j'aime bien jouer justement avec l'angle. Et l'idée, c'est quand même d'être le plus bas possible et d'aller chercher un maximum de rochers et d'eau et d'avoir un peu de ciel. Donc là, quelque chose de rasant, tu veux dire. Donc en fait, la règle des tiers est inversée. C'est-à-dire que tu as 2 tiers de sujet et 1 tiers de ciel. Et là, ça peut donner des choses assez spectaculaires. En pose lente, du coup, toujours ou pas forcément? Pas forcément, parce que quand tu as des vagues ou des trucs comme ça peut être assez sympa de faire des prises assez rapides. Mais oui, après, en pause longue, quand on dit pause longue, ça reste quand même sur quand tu as de l'eau, une rivière, un lac, des choses comme ça, ça va être 4, 5, 6 secondes maximum. Oui. Tu n'es pas obligé de faire des pauses de 4 minutes. On n'est pas en astrophotographie. Voilà. Oui. Après, c'est sûr que quand tu es sur un passage de nuages, si tu n'as pas de vent, ce genre de choses, ça peut être sympa de faire des pauses de plusieurs minutes. Et puis là, tu as un superbe filet de nuages dans le ciel. Mais pareil, quand tu as des sujets comme le soleil ou la lune dans ton cadre, si tu fais une pause longue, ça va tout de suite, ça va se voir. Donc ça va un peu gâcher la photo. Bon, allons-y. Justement, dans l'astrophotographie, la photo du ciel de nuit, dans ce cadre de figure, selon toi, la focale et l'ouverture idéale? Parce qu'on voit justement des ultra grands angles extrêmement lumineux. À quoi ça sert? Est-ce que c'est ça le cas d'utilisation, d'aller chercher du 1.4 avec de l'ultra grand angle? Et attention, Thierry Legault nous écoute peut-être. Attention à ce que tu dis, ouais. Non, mais après, non, mais c'est vrai que y a un côté quand même argument marketing à l'ouverture des objectifs, mais qui est quand même pas négligeable, parce que entre F2 et F2.8, tu as 2 fois plus de lumière qui rentre.
Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Mais moi, je suis jamais à pleine ouverture parce que tu as tous les défauts qui apparaissent. Donc, tu vas avoir du vignettage, tu vas avoir de la coma, des choses comme ça. Donc, je ferme toujours d'un tiers, un demi ou voire un stop. C'est ça, en fait, c'est cette souplesse-là que permet les grandes ouvertures. C'est-à-dire que à 2.8, bah, si tu as un objectif de 8, tu vas être obligé de fermer un peu. Donc, tu vas perdre encore de la lumière. Si tu es à un 4 ou un 8, bah, tu vas quand même récupérer pas mal de signal. Donc, c'est... Comment tu gères le point quand tu es de nuit avec une optique ultra grand angle? Et du coup, est-ce que c'est important pour toi d'avoir une bague de mise au point qui est une course qui se termine en fait pour retrouver l'infini facilement? Alors l'infini, moi j'ai jamais trouvé en bout de course, hein. Il y a toujours un petit peu avant, donc c'est toujours un peu compliqué et ça change selon l'objectif que tu utilises. Moi j'utilise souvent la simulation d'expo quand l'appareil le permet, donc ça te permet de faire des zooms quand même assez lointains et d'aller choper un lampadaire, une grosse étoile, un truc et de faire ton point manuellement. Sinon après il y a aussi des petits, il y a des petites loupes que tu peux mettre sur ton écran, ce genre de choses. Et je travaille principalement comme ça. Ouais. C'est tout manuel, aller choper. Puis après, bah, s'il y a un doute, on fait une photo et puis on regarde. Tout simplement. Ouais, c'est confort. Parfois, ça se joue à un tout petit millimètre de rien du tout. Voilà, puis il ne faut pas oublier aussi parfois qu'il y a un premier plan. Donc, encore une fois, respecter l'hyperfocale. Mais ce que je vais surtout regarder sur un objectif pour faire de l'astro, au-delà de son ouverture, ça va être s'il a un bon piqué, s'il n'y a pas trop de vignettage, s'il n'y a pas trop de coma, c'est-à-dire que sur les bords, on a les étoiles en fait vont devenir un peu triangulaires. On s'est tiré un peu, ouais. Et c'est pas forcément les objectifs les plus renommés ou les plus chers qui sont les plus efficaces et les plus performants. Il y a des objectifs, des Samyang ou des choses comme ça qui coûtent quelques centaines d'euros, qui sont des objectifs qui sont utilisés par tous les astrophotographes. Je pense au 135 f2. Bon, là on sort du grand angle, mais qui a un objectif qui a pas de coma, quasiment pas de vignettage à pleine ouverture. F1.8, non F2 Et F2, ouais. F2, tout manuel. Qui a un champ vraiment plat, enfin et qui est bon. Après, pour faire le point 135, faut y aller, mais ce genre de choses-là, ouais, c'est ce que je vais regarder principalement. Ouais. Est-ce que tu peux donner 2 petits conseils rapides à nos auditeurs là, et auditrices, pardon, qui ont envie de se lancer là-dedans quand on fait de la photo de nuit du ciel? Il y a 2 écoles d'une certaine façon, soit on veut figer le ciel, soit justement on veut jouer avec un peu de mouvement et les traînées des étoiles. Petite solution dans les 2 cas. Bah, ce qui est bien, c'est que de toute façon, pour faire ton Star Trail, tu peux le faire en faisant plein de photos. Alors, faut traduire Star pardon. Trail. C'est des traînées d'étoiles. Les traînées d'étoiles circulaires, les photos circumpolaires. Là, il faut bien choper l'étoile polaire pour être bien au centre, pour avoir un beau cercle. Si on est assez limité, alors de toute façon, il faut un trépied, une télécommande. Ça, si t'as pas ça, ça va devenir compliqué. Une application, ça suffit pas pour faire un déclenchement à distance, par exemple Bah, si t'as assez de batterie et que t'as l'application et que l'appareil le permet, oui, mais un des principes à respecter quand on fait de la photo de nuit ou de l'astro, c'est d'avoir un maximum de batterie. Ouais. Donc, si on a juste la batterie de l'appareil photo, qu'on n'a pas une batterie externe ou ce genre de truc, faut désactiver toutes les aides, baisser la luminosité de l'écran, les previews, ce genre de trucs pour avoir un maximum de batterie le plus longtemps possible, parce que c'est des moments, que ce soit du time-lapse ou de la pause longue, ça va prendre du temps. Donc, trépied, télécommande. Après, on peut avoir et c'est là l'avantage d'avoir un objectif qui ouvre, c'est qu'on peut avoir des pauses longues, pas très longues. C'est-à-dire que comme il y a un ratio qui est la règle des 500 ou des 600, et puis il y a des applications aussi comme Photopills qui le calculent très bien en fonction des boîtiers et des objectifs.
il y a un temps de pause jusqu'auquel tu vas être net. Donc, tu prends la focale, tu prends le nombre 500 ou 600, après ça dépend, chacun fait un peu comme il veut. Tu prends ce nombre-là, tu le divises par ta focale, ça te donne le temps de pause maximum avec lequel tu vas pouvoir exposer ton image. Donc d'où l'intérêt des très grandes ouvertures pour justement, en une prise de vue, réussir à figer le ciel, quoi. Oui, et puis il y a aussi quand même la performance du capteur. C'est-à-dire qu'en ISO, tu peux vite, en fonction du boîtier que tu as, tu peux faire des pauses à des ISO très élevés et du coup faire des pauses de 4 secondes, 3 secondes, ce qui est assez pratique, par exemple quand tu fais des aurores. Parce qu'une aurore boréale, en fait, si tu exposes trop longtemps, tu verras pas les piliers. Donc après, voilà, il faut jouer un peu avec tout ça. Et puis surtout, il faut s'amuser, quoi. Enfin, c'est le principal. Est-ce que tu vois d'autres cadres d'utilisation, d'autres types de prises de vue, de photos ou même de vidéos, pourquoi pas, on n'en a pas encore vraiment parlé, dans lesquels l'ultra grand angle peut avoir du sens et de l'intérêt? Ah bah en portrait, c'est hyper sympa. Ça paraît pas ludique comme ça, à vue de nez. Bah, en fait, l'intérêt de ce genre de focale, c'est il faut pas l'utiliser de manière classique. C'est-à-dire que si on fait une photo au 50 ou au 85, on va se mettre plus ou moins en face du sujet. Si on a un ultra grand angle, alors là, faut s'amuser. Il faut se mettre en plongée, en contre-plongée, on se rapproche, on a de la déformation. Jouer avec le décor. Voilà, peut-être mettre un élément au premier plan. et puis on peut avoir des têtes énormes si on est en plongée au-dessus du sujet avec des corps tout petits, ou l'inverse si t'es en contre. Donc voilà, c'est un côté assez cinématique. D'ailleurs, c'est beaucoup utilisé dans les clips, sur des pochettes d'albums, dans les films, sur les trucs. Il y a des films comme Matrix qui utilisent pas mal ça au moment du Dodge 10 quand elle shoot sur l'agent. Et puis ça crée un décalage. Il y a des films qui sont. Là, j'ai vu un film il y a pas longtemps. C'est Brûle le sang. Je crois qu'il est sur Canal, tourné complètement en grand angle. Ça crée une tension tout de suite. Enfin, t'es dans le truc. Oui, c'est ultra immersif. Tu as des plans séquences, t'es proche du sujet. Il faut pas hésiter à essayer, en fait. De toute façon, il faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort, à essayer des trucs, se dire. Et du coup, à s'approcher du sujet. Mais comme tu le dis, à essayer vraiment se mettre au sol, les contre-plongées, et tout, ça peut être sur des danseurs de hip-hop dans la rue, ça peut être des skaters, etc. D'aller vraiment au contact, parce que sinon, l'image n'a pas la même force, quand même. Ouais, c'est ça. Il faut pas hésiter à remplir le capteur. Bon. Allez, pour terminer cette discussion, on va faire une sélection de produits dans les différentes montures du marché pour que vous ayez des options en tête si vous êtes intéressé et que vous souhaitez vous lancer dans cette aventure de l'ultra grand angle. On trouve sur le marché, chez les constructeurs natifs et compatibles, dans toutes les montures, des solutions aussi bien dans l'univers du zoom que des focales fixes. Canon, par exemple, a lancé il y a quelques semaines 2 objectifs ultra grand angle en gamme professionnelle. On écoute Jackie Carré de Canon France nous les présenter. En début d'année, donc, on sort 2 optiques ultra grand angle pour compléter le catalogue. D'un côté, on va avoir un fisheye, donc le RF 714 f2.8 3.5 fisheye STM. Donc là, on a un fisheye circulaire. Et de l'autre côté, on est sur un RF 14 f1.4, donc VCM, qui est rectilinéaire, donc une optique qui est parfaitement corrigée. Donc c'est 2 approches du grand angle qui sont bien différentes. D'un côté, on a un fisheye, donc on va jouer sur les courbes, donc la distorsion elle est bien présente, et par contre on aura un angle de champ gigantesque, puisque on propose à 7 mm 190 degrés en circulaire. Donc c'est une image très spectaculaire qui se marie très bien avec parfois du sport extrême, des compléments de reportage, très bien par exemple sur le skateboard, des choses comme ça, où il y a beaucoup de courbes.
Et à l'opposé, mais toujours en ultra grand angle, on a le 14 mm qui est une optique parfaitement corrigée, avec vraiment le meilleur de Canon au niveau de la technologie optique, hein, puisque pour la première fois, par exemple, on a mis une lentille fluorite dans la formule. Donc vraiment quelque chose de très très pointu au niveau de la résolution sur le 14 mm avec une correction parfaite, alors que sur le 7-14, on est sur du fisheye, et donc là, la distorsion est bien présente, mais c'est deux philosophies, deux approches qui sont bien différentes pour faire de la photo à l'ultra grand angle. Mais en ultra grand angle, c'est quand même des formules optiques qui sont très particulières, très complexes à mettre en place. Et donc là, on va être sur du très grand angle, mais de l'ultra grand angle fisheye, on ne l'a pas sur la série grand public. Même si ce 7-14, au vu des caractéristiques et de la formule utilisée, bon, il est à 1 799 € pour l'instant. C'est pour moi un prix tout à fait correct par rapport aux caractéristiques qu'il propose. Mais après, si on veut vraiment de l'ultra grand angle en grand public, c'est la focale fixe de 16 mm qui est le plus abordable. Et puis après, sur les RFS, on a un petit 10-18 qui correspond à un 16 mm également, qui est très accessible pour ceux qui sont sur des capteurs APS-C. Bon, évidemment, encore une fois, deux optiques d'exception que Canon a annoncé en début d'année sur cet univers de l'ultra grand angle. Geoffroy, pour débuter, ok, on va vers du zoom, on va vers de la focale fixe. Est-ce qu'il y a une focale cible à rechercher finalement pour se lancer là-dedans? Moi, je conseillerais ce que j'ai fait au départ en 24-36, c'est-à-dire si c'est possible, de partir plutôt sur un zoom, comme ça permet un peu de découvrir les différentes Un peu de utilisations. polyvalence, ouais. Ouais, un peu de polyvalence. Parce que la focale fixe, c'est vraiment quand on a envie de faire un truc, qu'on a une patte et qu'on veut faire que ça, et puis c'est pas le même prix. Et puis voilà, surtout, faut pas hésiter. Faut pas hésiter à. Moi, s'il y a un truc que j'ai appris, c'est que le meilleur appareil photo qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on a entre les mains. Voilà. Donc, Oui, sous-entendu qu'on utilise, quoi. ouais, c'est pas l'appareil qui va faire le photographe, quoi. C'est Ah oui. Donc, et oui, il faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Faut pas hésiter effectivement à aller essayer du matériel, à s'en faire prêter, aller sur les salons, se documenter, Internet, les magazines, les podcasts. Il faut vraiment, faut être curieux, tout simplement. Je veux dire, débuter, oui, mais avec l'idée qu'on va faire quelque chose. Ouais, j'aurais mis un petit bémol, moi, par rapport à ce que tu dis, par rapport au zoom. J'aurais recommandé la focale fixe que je citais tout à l'heure, le petit 16 mm f2.8 chez Canon. Mais pourquoi? Parce qu'il est pas cher du tout et parce qu'il est tout petit. Et qu'en complément d'un zoom qu'on va utiliser plus traditionnellement, qui peut être de type 24-105 ou qui peut être de type transstandard, on va dire, avoir ce petit complément, des fois, peut faire tenter des choses à moindre coût, à moindre encombrement. Et puis on découvre l'art de zoomer avec les pieds, qui fait partie de la photo aussi. À chercher le cadre, c'est une belle école, la focale fixe. C'est une monture RF C'est une monture RF, oui. Et qui est vraiment toute petite. Et je trouve pour le coup que ce genre d'objectif, si on n'est pas sûr, ou si on veut s'y frotter, mais qu'on ne veut pas non plus s'encombrer d'un autre zoom, c'est l'optique qu'on va mettre dans son sac qui prend pas beaucoup plus de place et qui peut permettre de temps en temps de jouer un petit peu avec comme ça, ou les pancakes, les trucs. Oui, c'est ça. Ça, c'est cool. Oui, mais après, bon, moi, je le fais parfois. C'est-à-dire que je prends mon sac et je m'impose une focale. Tu vois, je prends qu'un objectif, je dis, bon, là, en plus, ça permet d'avoir moins de poids sur le dos. C'est de me dire, aujourd'hui, tiens, là, je vais me promener, je prends que le 50 ou je prends que le 28, etc. Et puis aussi, il y a encore pas mal sur les montures EF, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une bague d'adaptation chez Canon qui permet de mettre des objectifs EF sur dont le 11-24 qu'on a cité tout à l'heure, qui est génial. Très efficace. Franchement, les photos sont très qualitatives. Il y a un parc de l'occasion, si on veut s'équiper aussi à moindre coût, qui est assez large et qui permet de tomber sur des pépites. Et c'est valable chez Nikon aussi. Et ça permet pour le coup d'acheter par exemple des optiques à bascule et décentrement en EF ou en monture F chez Nikon qui n'existent pas encore, qui ne sont pas assez répandus en hybride au sein de ces deux marques-là. Bon, en tout cas, sur les objectifs actuels, Benjamin, on va faire un peu de name dropping.
pour donner quelques références à nos auditeurs et auditrices. Bon, chez Canon, il y a un choix de ouf. Évidemment, dans le domaine du zoom que tu recommandes éventuellement pour débuter, bon, bah voilà, il y a le 15-35 mm f2.8, hein, le plus grand des 3 dragons. Il y a un incroyable 10-20 mm f4 en série L. Et sur des budgets un peu plus modestes, il y a un 14-35 f4 en série L également. Et surtout un 15-30 mm f4.5.6.3 stabilisé STM, qui est une option très légère et probablement la plus abordable. Oui, et le 10-20 qui est fantastique et qui est génial en vidéo. J'aimerais quand même le souligner, on n'a pas beaucoup parlé de vidéo parce qu'il est stabilisé. Et puis, si on filme en Super 35, par exemple, ça permet de conserver quand même un ultra grand angle grâce au 10 mm en fait. Hein. Donc, c'est vraiment une optique assez incroyable, le 10-20 f4. Ouais. Est-ce que tu aurais des petites recommandations ou des références à nous donner, Benjamin, chez Sony, en monture native? Bah, chez Sony, oui. Alors, il y en a aussi pas mal et c'est normal. Et ils sont même à la seconde génération puisqu'ils sont les pionniers hein, en matière d'hybride 24-36 notamment. Bah, la Rolls, c'est un peu le 1635 f2.8 G Master 2. De toute façon, tous les G Master 2 chez Sony sont exceptionnels de par la qualité d'image, le piqué et le ratio encombrement-poids. Et puis, je citerai aussi le 14 mm f1.8 G Master, alors lui qui est absolument dingue. C'est vraiment un objectif extraordinaire en termes de piqué. Et puis sinon, il y a le 12-24 f2.8 GM avec 2 groupes différents de moteurs autofocus. Alors là, qui est pareil, si on aime la photographie à l'ultra grand angle, bah, on peut foncer là, les yeux fermés, avoir que Faut avoir un celle-là petit budget quand même, hein. jusqu'au restant de sa vie. Ah bah, c'est pour ça qu'on va y mettre un PEL, mais par contre, c'est fabuleux, quoi. Chez Nikon, on peut évoquer donc le 14-24 mm f2.8 en série S, hein, donc le modèle professionnel. Il y a un modèle un peu moins lumineux, un peu moins cher aussi, évidemment, un 14-30 f4 en série S qui est mon chouchou également. Ouais, qui est mon Voilà. chouchou. Alors, il faut préciser quand même là-dessus qu'il y a un petit truc, c'est qu'il est rétractable. C'est-à-dire que pour pouvoir l'utiliser, il va falloir enclencher. Il va falloir le positionner à la focale 14, puisqu'en position refermée, il ne sera pas utilisable. Donc, si vous déclenchez votre appareil, pensez tout de suite à tourner la bague de zooming. Sinon, vous ne pourrez pas prendre la photo, ce qui peut faire rater de précieuses secondes et ce qui serait dommage. Néanmoins, en termes de qualité optique et de compacité, c'est un objectif absolument extraordinaire. Notez quand même que par rapport au game Canon et comme chez Sony, il n'y a pas de stabilisation sur les grands angles. Et il a l'avantage de fonctionner avec des filtres circulaires. Complètement. Ce qui n'est pas du tout négligeable dans une approche économique maîtrisée. Il y a un 17-28 f2.8 chez Nikon aussi avec un très bon rapport qualité-prix. Chez Fujifilm, Benjamin, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Chez Fuji, il y a Rémi, on a parlé tout à l'heure, hein, en gamme XF, donc en APS-C, il y a l'extraordinaire et néanmoins pas moins encombrant 8-16 mm f2.8 WR. Alors lui, c'est un caillou absolument fabuleux, mais c'est pas le plus léger. Moi, j'ai une préférence pour le 10-24 f4R. Alors la version OIS WR, hein, parce qu'il y a 2 versions, ça c'est la plus récente qui ouvre à f4, donc très très bien. Et puis du côté des focales fixes, on en a aussi. On citera le petit 8 mm f3.5 qui est arrivé il n'y a pas longtemps, WR aussi, qui permet de faire vraiment des rendus très marqués, très ultra grand angle, sans trop s'encombrer. Chez Sigma, maintenant, bon là, c'est un peu le royaume de l'ultra grand angle. Il y a 2 grandes gammes hein, chez Sigma. Vous avez une gamme plein format qui est déclinée en monture Sony E et en monture L, et une gamme très développée en APS-C qui est proposée dans quasiment toutes les montures du marché, y compris Canon, et dans laquelle on va pouvoir retrouver, par exemple, un 10-18 mm f2.8 constant DCDN en gamme Contemporary qui couvre le format APS-C. En full frame, 14 mm f1.4, 17 mm f4, 20 mm f1.4 et les classiques 14-24 f2.8 et 16-28 f2.8 constant, un petit peu plus abordable. Oui, le 10-18, c'est vraiment une optique extraordinaire quand on a un boîtier APS-C. Les utilisateurs Fuji l'apprécieront. Il a un défaut, mais il en faut bien parce qu'il est très abordable, très léger, on dirait presque un pancake. Il ouvre à de l'huile constant, hein, rappelons-le. Il a un petit défaut, c'est qu'il n'a pas de bague de diaph. Voilà. Donc, quand on est utilisateur Fuji, c'est quelque chose à laquelle on peut être sensible. Mais sinon, c'est une optique absolument remarquable.
Micro 4 tiers, c'est plus tendu. Évidemment, le coefficient de conversion est plus important, 2 fois. Donc, il faut aller chercher encore plus large, Benjamin. Oui, alors je ne vais pas en citer 10 000. Micro 4 tiers, c'est une gamme optique qui est très très étendue, que ce soit chez OM System, chez Lumix. J'en retiendrai 2 pour le coup. Chez OM System, il y a un 8-25 mm, donc on fait x2 à chaque fois, qui ouvre à f4, qui est vraiment une petite bombe. Il est dans la gamme Pro, malgré son ouverture à f4, donc c'est un très très bon compromis. Et puis chez Lumix, alors c'est une optique qui est certifiée Leica, donc ça veut dire que optiquement elle est validée par le cahier des charges Leica. Il s'agit d'un 8-18 mm à ouverture glissante f2.8.4. Et ça, c'est aussi une optique qui permet d'utiliser des filtres vissants, qui est hyper agréable à utiliser. Bon, puis évidemment, au-delà de toutes ces références, vous allez trouver plein de choses, plein d'opportunités chez des constructeurs compatibles, pas forcément toujours en autofocus, mais à minima en mise au point manuelle, notamment chez Laowa avec leur gamme 02. Bon, on va conclure cette discussion sur l'ultra grand angle sur ces mots. Merci beaucoup Geoffroy. Et on attaque tout de suite le débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Geoffroy Gomez pour cette émission consacrée à la photographie à l'ultra grand angle. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par digitphoto.com, le spécialiste du matériel photo et vidéo depuis 2002. Geoffroy, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette discussion. Première question, à partir de quelle focale est-ce que l'on entre dans la catégorie des ultra grand angles ? Tout simplement en dessous de 24 mm. Au niveau des distorsions qu'on trouve généralement sur ce type d'objectif, comment on fait pour les gérer, à la fois peut-être à la prise de vue et en post-production ? La plus grande partie du travail, pour moi, se fait à la prise de vue. C'est 90% de l'image. Après, la post-prod, c'est le vernis, quoi. Une photo ratée, elle est ratée, peu importe. Donc, il faut bien essayer d'être le plus droit possible si on veut un truc avec une belle ligne d'horizon, des belles lignes verticales. C'est pas forcément de pencher ou de relever l'appareil, c'est aussi de le faire pivoter sur son axe pour être bien en face. Ça, plus on est droit tout de suite en face du sujet, plus la photo, il y aura moins de travail dessus. Et de bien respecter, donc je ne sais pas si on a expliqué ce que c'était que l'hyperfocale. Mais vas-y. Pas vraiment, mais tu peux revenir dessus. Ouais. C'est la distance sur le plan focal à partir de laquelle on sera net devant et net vers l'infini. Donc ça, il y a un petit truc moi que j'utilise tout le temps qui est assez simple à mémoriser, c'est que l'hyperfocale, elle se situe à peu près sur le tiers bas de l'image. Donc si on a un quadrillage ou qu'on fait la règle des tiers, on fait son point sur la ligne du bas. Et là, normalement, sauf grosse ouverture ou un truc devant ou un problème, on va être net partout. Et puis à partir de là, on peut fermer. Faut bien respecter aussi l'ouverture optimale de son objectif. Donc la plupart du temps, ça se situe vers f4, f5, 6. Mais c'est vrai que pour faire du paysage et être net partout, c'est pas forcément idéal. Donc on peut pousser jusqu'à f8. Et quand je veux vraiment être net, moi, je démarre à f8 et je peux pousser jusqu'à 16. Mais pas au-delà parce qu'après, diffraction, tout ça. Et je rajouterais, moi, sur les distorsions, que c'est un phénomène qui est inhérent, évidemment, à ce type d'objectif, que plus la focale est large, plus ce phénomène est présent et visible, et que pour en limiter son impact visuel, évidemment, plus on est loin de son sujet, moins on va voir apparaître ce phénomène, ce qui fait généralement que quand on fait du portrait à l'ultra grand angle serré,
bon, bah, faut bien prévenir son sujet parce que ça risque Oui, mais de. là, c'est un parti pris. de- Ouais, C'est un parti pris, de déformer un peu. Peut-être un pas peu le mettre sévère. sur les bords. Mais ça se corrige très bien. Ça se corrige très bien directement sur le boîtier. Il y a Ouais. pas mal d'algos embarqués chez Canon, Nikon, enfin chez tous les constructeurs. Généralement, fonctionnent mieux avec des objectifs natifs pour corriger ce phénomène-là. Et d'une manière plus générale, en post-prod, et DxO s'est fait une spécialité de ce genre de problématique. On peut corriger les distorsions assez facilement. Et aussi, oui, surtout, j'en parlais un peu plus tôt, de ne pas hésiter à cadrer plus large. Ouais. Parce que de toute façon, il y aura toujours un recadrage. Et Pour redresser derrière. pour redresser derrière ou pour, voilà, quand le logiciel applique les corrections de déformation de l'objectif, forcément, quand on ça a va. téléchargé les c'est comme profils si- sous ouais, c'est DxO, comme si il on va tirait- automatiquement. c'est comme si on tirait Ouais. sur une nappe et pas hésiter non plus à fermer un peu. Jamais se mettre vraiment à pleine ouverture, sauf exception. Voilà, quand on est sur de la photo de nuit, il ne faut pas hésiter à fermer un petit tiers, un peu plus. Voire, on peut aller jusqu'à un diaph si l'objectif ouvre assez. Mais voilà, il faut trust de process, quoi. Ouais. On a évoqué au cours de notre discussion un aspect assez relou avec ce type d'objectif dans l'utilisation des filtres. Geoffroy, tu peux nous expliquer pourquoi et quelles solutions apporter? Alors, il y a, premièrement, ça c'est un peu un sujet à part, mais les objectifs avec la lentille frontale bombée, là, ça va être très compliqué d'utiliser des filtres, sauf si on peut en mettre sur le capteur ou certains objectifs récents ont un tiroir pour mettre un filtre derrière. Et certains, d'ailleurs, certaines bagues ont des filtres intégrés Oui, chez Canon ouais, notamment. mm. Ça, c'est pas mal, Ouais. en monture RF. Ouais, après, bon, il faut trouver les bons filtres, mais effectivement, ça existe. Les filtres vissants, moi, je les utilise surtout. Alors, soit le Pola en plein jour pour le ciel, ça c'est incroyable. Ou alors les filtres, genre, Coquin, ils ont un filtre qui s'appelle Clear Sky qui va supprimer les longueurs d'onde des lampes au phosphore, ce genre de truc. Donc ça va supprimer la pollution lumineuse, toute cette teinte jaune qu'on peut avoir quand on fait, parce que malheureusement en France, c'est très compliqué d'avoir un ciel sans pollution lumineuse. Donc ça va vraiment venir éliminer toute cette teinte. Ou si on veut faire de l'aurore boréale à proximité d'une ville, peut-être dans le Grand Nord, est-ce que ça peut aider aussi? Ça va la rendre rose en fait, mais on peut très bien faire des photos d'aurore sans filtre. Alors là, il n'y a aucun problème, même au téléphone, si elle est suffisamment forte et que le réglage d'expo est bien fait, c'est vraiment entre guillemets facile. La seule difficulté, c'est d'avoir l'aurore, d'être au bon endroit au bon moment, et que la météo le permette. Et donc après, il y a aussi les supports de filtres. Moi, c'est ce que j'utilise le plus souvent, mais c'est vrai qu'après, ça a un certain coût, un certain encombrement. Il faut quand même pouvoir se trimballer, pas se tromper dans les filtres qu'on va prendre, bien savoir calculer son temps d'expo. Parce que forcément, si on met un filtre noir devant l'appareil photo, il faut pouvoir calculer. Généralement, maintenant, les marques donnent un petit pense-bête pour adapter le temps de pause. Et puis après, il faut y aller, quoi. Tout simplement, il faut sortir. Alors justement, on sort, et si on va faire de la photo de paysage, quel conseil pratique tu donnerais pour pratiquer de la photo de paysage à l'ultra grand angle? Alors, ultra grand angle ou pas, il faut quand même prévoir sa sortie. Donc bien prévoir le matos, en bon état, nettoyé, batterie pleine, carte vide, etc. Faut pas hésiter non plus à aller voir à préparer sa sortie sur Internet en allant voir sur Google Maps ou même parfois sur Photopills. Ça permet de préparer son point de vue et d'avoir le passage, je sais pas, de la lune, du soleil, ce genre de truc, à quelle heure le soleil se couche, à quelle heure la lune se lève ou s'il y a pas de lune, enfin ce genre de choses. Faut prévoir un plaid. Une boisson chaude. Voilà. Et surtout dire où on va. Jamais partir tout seul. Même que ce soit en plein jour, hein, parce que si c'est dans des coins un peu escarpés ou paumés, il suffit que la voiture tombe en panne, soit embourbée, on glisse, on se casse une jambe.
on n'a pas de réseau, on n'a plus de batterie, il peut se passer tout et n'importe quoi. Voilà, faut toujours être. Et après, bon, moi, pendant un moment, ça aussi, c'est bien pour pratiquer le paysage. Pendant un moment, j'avais une petite marotte, je faisais une fixette sur les phares en bord de mer. Donc ça, c'est un super sujet pour s'y mettre parce que c'est grand. Ça permet de bien se positionner dans le cadre. Après, je dis les phares, ça peut être des églises, ça peut être des tracteurs, ça peut être n'importe quoi. Mais de manière générale, je dirais, dans la pratique, c'est de le faire avec bienveillance. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire du paysage pour poster sur les réseaux sociaux ou pour avoir une image qu'on va trafiquer derrière ou ce genre de truc. Moi, je considère que c'est un privilège de pouvoir se rendre dans des endroits qui sont accessibles ou pas, et de pouvoir les prendre en photo, en fait, de témoigner de ça. Et même parfois, je vais faire ma photo et puis je vais rester 1 heure à côté à regarder le ciel changer, les animaux qui passent, ce genre de choses. C'est très méditatif. Tu serais d'accord avec Jean-Michel Lenoir, hein, je crois moi, déjà, c'est un métier passion, donc j'ai beaucoup de chance de pouvoir de vivre de ça. Mais de pouvoir se retrouver dans des moments comme ça, à une époque où il y a du monde partout, il y a les réseaux sociaux, tout est hyper connecté. Il y a encore des endroits où on peut... Tu peux nous écouter quand même, hein, si tu nous as téléchargé au préalable. Et voilà, de le faire avec bienveillance. C'est-à-dire que quand on va dans un endroit qui est un peu sauvage ou quoi, c'est de bien respecter l'environnement. Si on voit des animaux, les laisser tranquilles. Je sais par exemple qu'il y a des photographes qui vont poser des appâts pour faire de la photo animalière. Bon, c'est un peu, ça va flinguer un peu le quotidien de ces animaux-là. Rien laisser derrière soi, évidemment. S'il y a des gens qui viennent, qui croisent votre route, pas hésiter à leur dire ce que vous faites ou s'ils posent des questions, partager. Ou alors si on veut se rendre à un endroit et que c'est un peu compliqué d'y accéder ou que ça peut être une propriété privée ou un truc comme ça, il faut surtout pas hésiter à contacter les gens. En fait, à partir du moment où on leur parle et qu'on leur explique, vous pouvez avoir accès à des trucs. C'est du partage, quoi. Alors, au cours de la discussion, donc on a évoqué la spéléophotographie, on a évoqué le paysage, qu'il soit de nature ou urbain, on a évoqué l'astrophotographie. Quels sont, selon toi, les autres domaines d'application dans lesquels il pourrait être pertinent d'utiliser un objectif de type ultra grand angle? On a parlé du portrait aussi. Ouais. Alors là, tout de suite... Le sport, peut-être. Le sport, avec le fisheye, sur le certains sport. sports. Oui, ou le 14 mm. Une rampe de skate, surtout les sports auto, ce genre de choses, c'est assez cool, quoi. Et d'une manière générale, la vidéo aussi. La vidéo, Oui, puis on peut mettre des Ronin sur des véhicules, enfin moyennant pour système de fixation, mais c'est vrai que mettre ça sur un bolide lancé sur un circuit, ça peut faire du sacré rush. Pour terminer, Geoffroy, est-ce que tu aurais un modèle en particulier à recommander à nos auditeurs et auditrices en monture Canon RF? Je vais recommander le modèle que j'aimerais bien avoir entre les mains. C'est le 14 mm qui vient de sortir. Celui-là, il a l'air d'être assez... Qui ouvre un 4, du coup. Il a l'air d'être assez violent. Ouais, c'est réel, VCM, hybride photo-vidéo. Après, en RF, oui, on peut partir sur des classiques, les 16-35, le 16 mm aussi. Qui est un 15-35 désormais. C'était un 16-35 en EF et en RF. Je suis encore au 16-35. Bien sûr, moi aussi. Qui était très bon, qui est en version 3 d'ailleurs en EF, qu'on peut mettre sur un boîtier R via une bague adaptatrice. Il y a le 16 mm aussi dont tu parlais. Oui, le 16 de 8. Moi j'aime beaucoup aussi en termes de zoom le 14-35 stabilisé. Je trouve donc il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Bon, allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup. On attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz.
Geoffroy, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs et auditrices qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Je crois. Très bien. Première question qui nous vient d'un dénommé Boschat Yannick. Est-ce que vous faites vos photos en une seule prise ou avec plusieurs assemblées ? Ça dépend du sujet. Tu peux faire du bracketing d'exposition, tu peux faire du panoramique, tu peux faire du filet d'étoiles. De toute façon, quand tu fais de l'astro, il faut multiplier les poses pour avoir un maximum de signal. Donc voilà. Et parfois, ça arrive de faire qu'une seule photo, mais bon, moi j'aime bien essayer des trucs. Donc, Et généralement, quand on travaille avec plusieurs photos, l'usage du trépied est naturellement impératif pour éviter de bouger ses prises de vue, bien que certains boîtiers avec des cadences en rafale complètement folles permettent de faire de la photographie par assemblage à main levée, même dans certaines conditions. Les modes haute définition chez Lumix en plein format, chez OM System et chez Canon sur le R5 Mark II, mais via encore un autre moyen, permettent de faire des photos haute définition à main levée. Deuxième question qui nous vient de Olivia Watanabe. Comment composer une photo à l'ultra grand angle ? On peut commencer par la règle la plus simple, qui est la règle des tiers, tout simplement. Donc, en fonction de son sujet, un tiers de sol, 2 tiers de ciel ou l'inverse. Et sur les points de force, donc c'est-à-dire là où les lignes se croisent, avoir un sujet, un truc qui va attirer l'œil. Ça peut être un bâtiment, un personnage, ce genre de choses. C'est le plus simple, en tout cas, pour démarrer. Et ce qui suppose d'activer la ligne des tiers dans le viseur, ce qui est génial en hybride. Avant, il fallait payer sur un Flex pour ajouter un dépôt. Il y avait certains modèles, notamment l'EOS 7D, que je dis pas de bêtises, qui a été un des premiers à avoir un système de pentaprisme avec un verre dépoli via lequel il était possible d'afficher un quadrillage au choix activable dans les menus. Troisième question qui nous vient de Le Petit Barbu. Les portraits au 16 mm, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'on oublie ? Ouais, c'est trop cool. Ça donne des effets. Alors voilà. Par contre, faut pas le faire en classique parce qu'on va juste avoir de face, des visages déformés. Quand tu dis en classique, c'est-à-dire C'est rester de face, à hauteur à hauteur du égale, sujet. Ouais. Mais là, il faut y aller vraiment, s'approcher, se mettre en contre-plongée, monter sur un escabeau, se mettre en plongée. Il faut vraiment jouer avec les jambes, les poses, ce genre de trucs, la lumière. Ça peut être assez chouette, ouais. Bien prévenir son sujet qu'on risque d'avoir un rendu un peu original et pas forcément valorisant. À préciser. Troisième question, non. Quatrième question qui nous vient de Les Clichés de Florent. Quelle est la meilleure plage de focale pour faire du grand angle ? Du grand angle ou de l'ultra ? Il a dit question, c'est du grand angle, mais on est dans une question grand angle, je dirais entre 24 et 28. Et sur l'ultra grand angle, entre 16 et 14. Donc finalement, avec un 16-35, on est bien. Ouais. Puisqu'on couvre absolument tout. Et il y en a beaucoup dans toutes les marques, toutes les montures. On a des modèles à 2.8 et pour certaines d'entre elles, on a des modèles plus abordables à f4 en série professionnelle et des modèles à 2.8 avec un bon rapport qualité-prix. Pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Geoffroy, si tu devais choisir jusqu'à la fin de ta carrière, aussi bien pour ton usage récréatif que professionnel, un seul objectif, un 14 mm ou un 50 mm ? Un 50. L'ultra grand angle n'aura donc pas gagné. Le 50 permet de faire du panoramique. Le 16, pour se rapprocher d'un sujet, c'est quand même un peu plus compliqué. Ouais, 14 et 16. Mais c'est génial. Hein, quand tu essayes au début, c'est tellement addictif que tu as l'impression que tu vas tout faire. Mais quand tu regardes toute une série faite à l'ultra grand angle, aller sans images comme ça sur l'ordi, il n'y avait pas JR qui avait fait tout un travail. Alors, c'était pas mais au l'ultra 28. grand angle, c'était non, du grand pas angle. Du tout, c'était du grand angle, c'était le 28. 28 qui est une focale géniale et sur laquelle on pourrait faire toute une émission puisque c'est la focale du Ricoh GR. Non, et puis le 50 reste de toute façon de base l'objectif référence sur une plage 24-36, enfin sur les capteurs 24-36, l'objectif
qu'on est censé utiliser au départ, c'est Tout à un fait. 50. Donc, Tout à fait. Et juste, oui, et pour rebondir sur JR, et pour le clin d'œil, donc on a beaucoup parlé de portrait à l'ultra grand angle, moi ça me ravit, je souscris tout à fait à cette idée. Et son projet 28 mm, c'était des séries de portraits, justement. De très près. Allez, on clôture là-dessus. Nous voilà désormais à la fin de cette émission, Geoffroy. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu partager Merci à vous. tout ça à nos micros. Est-ce que tu as des actualités en ce moment que tu souhaites partager avec nos auditeurs et auditrices ? Non. Non, mais voilà, là, il y a les beaux jours qui arrivent, donc plutôt c'est pas vraiment des actualités, mais on va avoir toute la vie qui va se réveiller dehors, la faune, la flore. Il y a les constellations, certaines constellations, et surtout la Voie lactée qui va réapparaître, le cœur de la Voie lactée dans la constellation du Sagittaire qui va réapparaître dans le ciel. Il faut savoir que c'est la zone la plus brillante de la Voie lactée. Et elle va apparaître à partir du mois de mai. Et on pourra la voir dans le ciel d'été jusqu'à peu près fin août. Et si vous voulez vraiment sortir dehors, faire des photos d'étoiles, c'est à ce moment-là. Et si on est parisien, il faut s'éloigner jusqu'où pour la voir ? Tu peux. Moi, quand j'y vais, je vais souvent chez mes parents, c'est à 60 km de Paris. On peut avoir des zones assez sombres. Préserver de la pollution. Ouais, alors, il ne faut pas hésiter à regarder les cartes de pollution lumineuse. Ça se trouve sur Internet. Ça vous met des petites zones de couleurs. Plus c'est rouge, plus c'est chaud, plus c'est bleu, et moins il y a de pollution lumineuse. Et en ce moment aussi, il y a encore, là, cette semaine, il y en a eu quelques-unes. On est encore en plein dans le cycle des aurores boréales. Donc, ça, il faut savoir que c'est un cycle qui dure, qui arrive à peu près une fois tous les 11 ans, pardon. Et ça dure depuis mai 2024. Et pareil, il y a des groupes sur les réseaux sociaux, il y a des applications qui permettent de créer des alertes, etc. Il ne faut surtout pas hésiter à surveiller ça. Donc là, pareil, il ne faut pas qu'il y ait trop de pollution lumineuse, mais moi, ça m'est arrivé d'aller faire des photos d'aurore à Chantilly, alors que on est vraiment pas loin de Paris. Et le truc de l'année, c'est surtout l'éclipse totale de soleil du 12 août. Voilà, donc là, en France, on ne verra pas la totalité, mais on peut aller... en fonction du temps et des moyens et de la tolérance au climat, soit en Islande, soit en Espagne. Et c'est un truc à voir au moins une fois dans une vie. Bon, rendez-vous est pris. La semaine prochaine, on s'intéresse à la photographie d'orage avec une masterclass en compagnie du photographe Xavier Delorme. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Canon et sa gamme EOS R et ses optiques RF, des performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.